En 1990, dans un quartier tranquille de Colorado Springs, une mère de famille est froidement abattue par un homme cagoulé, qui disparaît dans la nuit avec son sac. Mais ce qui ressemble au premier abord à un vol qui a mal tourné, cache en réalité une histoire bien plus sombre, celle d'une relation interdite et d'une manipulation spirituelle terrifiante. Comment un mariage en apparence parfait a-t-il pu déboucher sur un complot mortel? Et quel crédit est accordé à la manipulation mentale, quand celle qui en a été victime doit faire face à la justice? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une personne qui se glissera dans la peau d'une tueuse sans pitié, mais le regrettera amèrement. Le 12 septembre 1990, le soleil se couche sur Colorado Springs, quand Diane Hood, une mère de famille âgée de 32 ans, s'apprête à sortir d'une réunion de groupe. Elle n'en revient toujours pas que le PSG ait gagné sa première Ligue des Champions. Ah non, ça c'est moi. Pardon. Bon, plus précisément, il s'agit d'une réunion de soutien destinée aux personnes atteintes de lupus, qui a lieu au centre communautaire Otis Park. Cette maladie auto-immune a été diagnostiquée à Diane moins de 2 ans auparavant. Et comme beaucoup de patients, elle cherche du réconfort et des conseils auprès d'autres malades, qui traversent les mêmes épreuves qu'elle. Diane quitte le bâtiment après 20 heures, accompagnée d'une amie, dont l'identité n'a pas été révélée. L'air est frais, et la nuit commence à tomber quand les deux femmes se dirigent ensemble vers leurs voitures respectives. Elles ignorent encore que cette soirée, qui avait pourtant bien commencé, s'apprête à virer au drame. En marchant, Diane et son amie entendent des pas derrière elles. Et là, tout bascule. Un homme, vêtu d'habits militaires, d'une cagoule noire et de gants de la même couleur, les talonne et agrippe le sac de Diane pour tenter de lui arracher. Il est armé, donc elle ne résiste pas et le lâche immédiatement, en précisant qu'il peut le prendre. Puis, complètement terrorisée, elle repart vers son véhicule d'un pas pressé, pour essayer de quitter les lieux. Mais son agresseur n'a visiblement pas l'intention d'en rester là. Après s'être saisi du sac, il attrape Diane par le bras, la retourne et la pousse violemment au sol. Puis il lui tire dessus. La mère de famille, encore consciente, crie qu'elle vient de se prendre une balle et supplie l'homme d'épargner sa vie. Son amie a eu le temps de se cacher derrière une voiture. C'est de là qu'elle assiste, impuissante, à ce qui va suivre. L'individu s'approche de Diane, qui gît au sol. Grièvement blessé, il arme à nouveau son pistolet, d'un geste délibéré et méthodique. Puis tire une seconde fois sur elle. Après ça, il part en 4e vitesse avec le sac de sa victime. Et l'ami de cette dernière sort de sa cachette pour se précipiter vers elle. Diane est toujours en vie, mais très mal en point. Elle l'exprime d'ailleurs elle-même en disant qu'elle souffre énormément. Son ami essaie brièvement de la calmer, puis retourne en courant au centre communautaire pour aller chercher de l'aide. Quelqu'un à l'intérieur compose alors immédiatement le 911. Et à partir de là, tout va très vite. Diane est rapidement prise en charge par les secours. Malheureusement, ses blessures sont trop graves, et personne n'est en mesure de la stabiliser. Son décès est prononcé très peu de temps après son arrivée à l'hôpital. La première balle a transpercé son dos, avant de ressortir par l'avant de l'épaule gauche. Le deuxième projectile a, quant à lui, pénétré sur le côté droit de la poitrine de Diane, a traversé sa cage thoracique et s'est logé dans son bras gauche. Il a gravement endommagé son cœur et ses poumons, causant des dommages fatals. Une équipe d'intervention du Major Crimes Homicide Unit de Colorado Springs est appelée sur les lieux vers 20h30. Quand elle arrive, les patrouilles ont déjà établi un périmètre et commencé à interroger les témoins. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser qu'il s'agit d'un vol aléatoire qui a très mal tourné. Le sac à main de Diane est d'ailleurs retrouvé à quelques mètres de la scène du crime. À l'intérieur, il y a ses papiers d'identité et son portefeuille, mais aucune carte de crédit ni argent. Ce qui semble confirmer que le tueur était bel et bien là pour voler sa victime. Une équipe cynophile est appelée sur place pour remonter sa piste. Les chiens suivent une odeur qui mène jusqu'à une allée, au nord du centre communautaire, dans laquelle se trouve une poubelle qui contient tous les vêtements du suspect. Il n'y a rien de notable concernant ses habits, à part qu'il y a pas mal de poils de chien marron dessus. Et sans surprise, celui qui les portait demeure introuvable. Il ne s'est pas attardé dans les environs. Pendant que les recherches se poursuivent, quelqu'un doit annoncer la nouvelle de la mort de Diane à Brian, l'homme de 31 ans qu'elle a épousé près de 10 ans en arrière. Les deux membres du couple se sont rencontrés durant leurs études, à l'Angelo State University, située au Texas. Brian était un joueur de football américain talentueux, qui occupait le poste de defensive tackle au sein de l'équipe universitaire, pour ceux qui connaissent. Et Diane était pom-pom girl. Ils se sont mariés en décembre 1980.
avant de déménager quelques mois plus tard à Colorado Springs. Ensemble, ils ont fondé une famille et ont eu 3 enfants, Jarrod, Leslie et Joshua, âgés respectivement de 10, 8 et 3 ans. Sur le plan professionnel, Brian a d'abord travaillé comme vendeur de spiritueux. Puis il a changé de carrière. Il est devenu agent d'assurance en 1986, après avoir rejoint la Fellowship Bible Church. Parce que oui, vendre de la tease, ça la fout plutôt mal pour un fervent chrétien évangélique qui est censé éviter d'en consommer, ou très modérément. Diane, de son côté, était mère au foyer, et se consacrait pleinement à l'éducation de leurs enfants. Leur vie a pris un tournant difficile lorsque, quelques mois avant la naissance de Joshua, Diane a appris qu'elle souffrait de lupus, une grave maladie auto-immune qui peut parfois être fatale. Lorsque le diagnostic a été posé, Diane présentait déjà plusieurs symptômes précoces, comme des éruptions cutanées, une fatigue persistante et des difficultés respiratoires. Le couple est néanmoins resté uni face à l'adversité, soudé notamment par leur foi commune, même si Brian est quand même plus investi dans leur religion que ne l'était sa femme. Tous ceux qui connaissaient Diane la décrivaient comme quelqu'un d'exceptionnel. C'était une femme gentille, une bonne mère et une personne généreuse. Il s'agit donc d'une grande perte et d'une véritable tragédie. Cependant, plus les heures passent et plus les enquêteurs doutent de la théorie du vol commis tout à fait par hasard, qui aurait viré au drame. Pour eux, certains détails ne collent pas, et de troublantes questions commencent à s'accumuler. En effet, si l'homme qui a agressé Diane l'a vraiment fait juste pour voler son sac, pourquoi lui avoir tiré dessus, au lieu de partir quand elle lui a donné? Et surtout, pourquoi avoir pris le temps de faire feu une seconde fois, alors qu'elle était déjà à terre? Le voleur ne s'est d'ailleurs même pas intéressé à son ami, qui a assisté à toute la scène. Il a donc volontairement laissé un témoin clé s'enfuir. En plus, les 2 femmes sortaient d'un centre communautaire, pas d'une banque. Personne ne vient à une réunion de groupe avec des milliers de dollars dans son sac. Bref, si l'individu espérait récupérer un maximum d'argent, il a clairement mal choisi ses cibles. À y regarder de plus près, les détails du meurtre de Diane suggèrent qu'il ne s'agissait pas d'un vol aléatoire, mais d'un acte délibéré et prémédité. Seulement, la victime ne semblait avoir aucun ennemi. Les enquêteurs comptent donc sur Brian, son époux, pour leur en apprendre plus. Peut-être sait-il qui était susceptible de vouloir la mort de Diane. C'est à l'hôpital que les enquêteurs rencontrent Brian, qui a déjà été prévenu par une personne qui assistait aux réunions de groupe avec sa femme. L'ancien joueur de football américain semble dévasté. Il se ronge les ongles, pleure et se tient la tête en répétant sans cesse « Qui pourrait faire une chose pareille ?» ou « Qui pourrait faire ça à ma femme ?» De toute évidence, il n'en sait pas plus que les policiers, qui, au départ, le regardent de travers. Vous connaissez la chanson. Époux, conjoint, concubin, présumé coupable pour les policiers. Quand une femme en couple est victime d'un meurtre, les enquêteurs se demandent toujours si son partenaire n'est pas impliqué d'une façon ou d'une autre. Une femme ou un homme d'ailleurs. Et s'ils se le demandent, c'est parce que 80% du temps, c'est le cas. Cependant, rien dans le comportement de Brian ne les fait tiquer. Et sa taille à elle seule suffit à le mettre hors de cause. Oui, parce que selon l'ami de Diane, le meurtrier mesure moins d'1m70. Et il est assez mince, tout le contraire de l'époux, qui est grand et athlétique. Du haut de son mètre 90, Brian ne correspond pas du tout à la description qui a été faite du tireur. En plus, il a un alibi en béton, vu qu'il était chez lui avec ses enfants au moment du meurtre. Brian est donc rapidement rayé de la liste des suspects. Et vu qu'il ne peut donner aucune piste aux enquêteurs, il va leur falloir en trouver une grâce aux preuves disponibles. Par chance, elles sont nombreuses. Un élément crucial a été découvert sur la scène de crime, parce qu'il s'avère que l'arme utilisée par le meurtrier n'a rien d'un pistolet ordinaire. Les experts en balistique parviennent à déterminer que la balle qui a tué Diane a été tirée par une arme antique, un Colt de calibre 45, modèle 1873, aussi connu sous le nom de Peacemaker, un choix d'arme assez inhabituel. Qui utiliserait une arme de collection pour commettre un simple vol de rue? Les délinquants de ce genre utilisent généralement des armes plus modernes, moins chères et plus facilement dissimulables. Pas des pièces de collection qui valent souvent plusieurs milliers de dollars et qui peuvent être faciles à repérer. Plus les enquêteurs creusent, et plus ils pensent que Diane n'a pas été victime d'un meurtre aléatoire. Cette maman de 3 enfants, aimée de tous, a peut-être été la cible d'un crime soigneusement planifié. Mais qui voudrait voir Diane morte? Et surtout, pourquoi? La pression qui pèse sur les épaules des policiers augmente. Une communauté entière est sous le choc, et les médias locaux commencent à s'intéresser à l'affaire. Les habitants de Colorado Springs s'inquiètent qu'un tueur sans scrupules soit encore là, quelque part, dans leur rue. Les enquêteurs interrogent les autres membres du groupe de soutien,
les voisins de Diane, ses collègues, ses amis. Mais son passé ne leur facilite pas la tâche, parce qu'ils n'y trouvent absolument rien de significatif. Diane semble avoir mené une vie tranquille et sans histoire, quand Brian, de son côté, coopère pleinement avec les enquêteurs. Il répond à toutes leurs questions et se montre disposé à les aider de toutes les façons possibles pour que celui qui a tué sa femme soit retrouvé au plus vite. Mais alors que la peur s'installe progressivement à Colorado Springs, quelqu'un garde en réalité un secret dont la révélation va faire l'effet d'une bombe. Le lendemain du meurtre de Diane, alors que l'enquête piétine déjà fortement, les policiers reçoivent un appel qui va changer le cours de leur investigation. Le propriétaire d'une fleuristerie de la ville, qui vient de lire le journal, contacte les autorités pour leur communiquer des informations pour le moins intéressantes. Ce fleuriste, nommé Rich Shell, explique que depuis quelques mois, l'une de ses employées reçoit régulièrement des appels à la boutique. Et pas de n'importe qui. L'homme qui la demande dit s'appeler Brian Hood. L'employée en question se nomme Jennifer Reali, et elle travaille à temps partiel pour Rich, qui la décrit d'ailleurs comme la meilleure salariée qu'il a jamais eue. Selon ses dires, elle est intelligente, ponctuelle, efficace, et a un excellent contact avec la clientèle. Tout du moins, c'était le cas. Parce que récemment, le comportement de Jennifer a commencé à changer. Elle sort les poubelles quand ce n'est pas son tour, et prend plus de temps que nécessaire quand elle effectue des livraisons de fleurs. Un jour, son patron a donc décidé de la suivre discrètement. C'est à cette occasion que Rich a vu Jennifer dans une voiture avec un homme, et ils ne faisaient pas que discuter. Ils s'embrassaient. Le fleuriste pense que celui qui était avec elle était Brian Hood, le même qui téléphone à la boutique. Puis il ajoute qu'il sait que l'époux de son employé collectionne les armes à feu. Cette révélation change complètement l'orientation de l'enquête. Parce que, tristement, les liaisons extra-conjugales sont un mobile assez commun. Et bah ouais, l'entrejambe, c'est un peu comme un deuxième cerveau chez certains. Bon, visiblement, ce second cerveau est clairement moins développé que le principal, manifestement. Encore qu'il y a sûrement des exceptions. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs commencent donc à s'intéresser de plus près à la dénommée Jennifer, âgée de 28 ans, mariée et mère de 2 filles de 3 et 1 an. Son mari, Benjamin, abrégé Ben, est capitaine dans l'armée, et il est stationné à Fort Carson, une base militaire proche de Colorado Springs. Les enquêteurs souhaitent savoir s'il possède une arme semblable à celle qui a été utilisée pour commettre le crime dans sa collection. C'est donc le premier qu'ils interrogent. Quand ils arrivent en face de lui, Ben semble immédiatement confus et inquiet. Le capitaine vient d'une bonne famille, et il a travaillé très dur pour monter les échelons dans l'armée, quitte à parfois négliger sa famille. On voit tout de suite qu'il ne comprend pas du tout pourquoi des policiers veulent le questionner dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Il apparaît vite assez improbable qu'il ait pu faire quoi que ce soit qui aurait pu nuire à sa carrière. Dès le départ, Ben est d'ailleurs totalement transparent avec les policiers. Il confirme immédiatement que oui, il a bien une collection d'armes à feu, dont beaucoup de pièces antiques, parmi lesquelles un Colt 45, un revolver qui se trouve être exactement le même que celui qui a été identifié comme étant l'arme du crime. Plus troublant encore, il avoue que le revolver en question est normalement entreposé à l'armurerie de l'unité, à Fort Carson, mais qu'exceptionnellement, il était chez lui jusqu'au jour suivant le meurtre. Les enquêteurs demandent alors à pouvoir récupérer l'arme pour l'envoyer en laboratoire. Après ça, ils conduisent Ben au commissariat pour pouvoir lui montrer les vêtements que portait le tueur de Diane. En les voyant, il reconnaît la plupart des pièces comme étant potentiellement les siennes. Cependant, il semble qu'il ne soit pas impliqué. Il se trouve que Ben et Jennifer étaient séparés depuis 1 semaine au moment des faits, et qu'après son départ de la maison familiale, il s'est installé chez l'un de ses collègues. C'est d'ailleurs pour ça que le Colt était chez eux, et non à la caserne. Jennifer lui avait demandé de le laisser là au cas où, pour sa propre protection, parce qu'elle allait être seule avec leur fille en bas âge. Une arme dont elle sait se servir, parce que peu avant, elle avait demandé à Ben de l'accompagner au stand de tir, pour l'aider à s'entraîner. Le soir du 12 septembre 1990, le capitaine a quitté le travail assez tard, vers 21h. Puis il a appelé sa femme pour savoir si elle voulait dîner avec lui. Jennifer a répondu que non, en précisant qu'étant donné que les enfants étaient chez la babysitter pour la soirée, elle allait en profiter pour aller faire une course et sortir faire du sport. Ben a donc raccroché, en pensant qu'il allait manger avec son collègue. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'au moment où il allait passer à table avec lui, Jennifer l'a rappelé pour lui demander de venir immédiatement chez eux. Ben a donc pris le volant. Et quand il a passé la porte de la maison, il a été littéralement traîné vers la chambre à coucher par son épouse, qui voulait absolument faire l'amour. Il a trouvé que Jennifer avait un comportement vraiment inhabituel.
et que sa peau était étrangement moite, comme peut l'être celle de quelqu'un qui n'est pas bien ou très stressé. Ben n'est parti que le lendemain pour aller au boulot. Et il l'a fait avec le Colt. Jennifer a insisté pour qu'il le ramène à la caserne, parce qu'elle ne voulait plus d'armes dans la maison. Et ça, c'était le jour suivant le meurtre. Forcément, aux yeux des enquêteurs, le timing est extrêmement suspect. Ben a un alibi vérifiable, parce qu'au moment où Diane a été tuée, il était chez son collègue. Mais qu'en est-il de Jennifer? Est-elle réellement sortie faire une course et courir, comme elle l'avait dit à son mari avant de le rappeler? Grâce au témoignage de Ben, les policiers sont en mesure d'obtenir un mandat de perquisition, qui les autorise à fouiller le logement des Reali. Une fois dans la maison, ils trouvent rapidement des munitions du même type que les balles qui ont été tirées sur Diane, avant de découvrir que le couple a un labrador marron, un chien dont les poils correspondent exactement à ceux qui étaient présents sur les vêtements du suspect. À ce moment, les enquêteurs ont déjà de gros soupçons concernant son identité. Et les résultats des tests balistiques viennent confirmer tout ça. En effet, l'expert qui a analysé le Colt 45 appartenant à Ben est sûr à 99% qu'il s'agit bien de l'arme qui a tué Diane. Le 14 septembre 1990, Jennifer est conduite au poste de police pour y être interrogée. Mais au départ, elle nie totalement être impliquée de quelque façon que ce soit. Elle soutient mordicus qu'étant donné qu'elle laisse souvent la porte de derrière déverrouillée, le Colt a dû être volé chez elle par quelqu'un en son absence. Une personne qui aurait d'ailleurs aussi pris des vêtements appartenant à Ben dans un placard, avant d'utiliser le tout pour abattre Diane. Bah voyons. Il y en a vraiment qui doutent de rien parce que, sérieusement, comment c'est possible de croire que les enquêteurs vont gober ça? Son explication n'a rien de crédible. En revanche, elle veut bien admettre qu'elle connaît Brian, et raconte qu'ils ont fait connaissance dans le jacuzzi de la salle de sport qu'ils fréquentent tous les deux. Jennifer dit qu'à ce moment-là, il s'est présenté comme un homme marié et un père comblé par sa vie de famille, dont la priorité restait toutefois la pratique de sa religion. Elle avoue qu'elle a toujours trouvé Brian très beau, mais affirme qu'elle savait dès le départ qu'il n'y aurait rien entre eux, parce qu'ils étaient tous les deux unis à d'autres personnes. En gros, elle nie totalement avoir, ou même avoir eu, une liaison avec lui. Seulement, quand les enquêteurs interrogent le personnel de la salle de sport, dans laquelle Jennifer et Brian se sont rencontrés, ils ne disent pas la même chose. Tous révèlent qu'ils y allaient ensemble quasiment tous les jours, et s'y montraient si proches que tout le monde là-bas pensait qu'ils étaient mariés. Confrontée aux témoignages et preuves qui continuent de s'entasser contre elle, Jennifer commence à devenir nerveuse en salle d'interrogatoire. Puis elle craque. Elle dit aux enquêteurs qu'elle va leur dire la vérité. Une vérité loin d'être flatteuse pour Brian, que tout le monde prend encore pour le parfait père de famille. Avant de passer aux aveux, Jennifer demande à ce que Ben soit présent dans la salle. C'est donc devant son mari, qui ne s'attend pas le moins du monde à entendre ce qu'elle s'apprête à dire, qu'elle entame son récit. Jennifer raconte que rapidement après leur rencontre, Brian a commencé à la draguer subtilement. C'est en mai 1990, au cours d'un rendez-vous qui s'est déroulé chez elle, qu'il a passé la seconde. Brian était supposé passer voir Jennifer pour lui faire signer un contrat d'assurance. Mais ça, ce n'était visiblement pas le réel motif de cette visite. Il savait que Ben était en déplacement professionnel avec son unité, et il en a profité pour se rapprocher de sa femme. Jennifer n'a pas résisté, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle souffrait de la solitude liée au mode de vie imposé par le travail de Ben. La famille déménageait très souvent, et Jennifer ne pouvait jamais garder d'amis. La seconde, c'est qu'elle admirait beaucoup Brian, notamment pour son fort investissement au sein de l'église évangélique, une foi très forte, dont elle déplorait l'absence chez son propre mari. Jennifer raconte qu'après ça, elle a entamé une relation extra-conjugale suivie avec lui, et qu'ils ont couché ensemble à 4 reprises. Et elle le fait sous les yeux médusés de Ben, qui se décompose à mesure qu'elle s'étale sur les détails des 10 moments coquins. Finalement, après 1 heure d'explication qui ne concernait que ce qu'elle avait vécu avec Brian, Jennifer change de registre. En regardant Ben, elle lâche un « Je l'ai fait, chérie. Je l'ai tué ». On peut dire que le type a vraiment passé une journée de merde. Il vient d'apprendre que sa femme l'a fait cocu, et qu'en plus, c'est une meurtrière. Les aveux de Jennifer corroborent toutes les preuves recueillies jusqu'à présent. Mais comment est-ce seulement possible? Jennifer n'a vraiment aucun antécédent de violence. Avant les faits, c'était même une femme on ne peut plus normale. Strictement personne n'aurait pu la croire capable d'abattre si froidement une autre mère de famille. La question est là. Comment a-t-elle pu en arriver à tuer Diane? Jennifer y répond rapidement, en révélant que cette idée n'était tout simplement pas la sienne. Selon ses dires, c'est Brian, le mari de la victime, qui l'a manipulée pour la convaincre de tuer sa femme.
et a tout organisé. Quand leur relation a évolué vers une liaison amoureuse, l'homme a commencé à exploiter la foi profonde de son amante et ses sentiments envers lui. Brian a utilisé des versets bibliques, toujours sortis de leur contexte, pour justifier leur adultère, et finalement, pour rationaliser le meurtre de Diane. Il aurait dit à Jennifer que, parce qu'ils avaient eu des relations sexuelles, ils étaient maintenant unis aux yeux de Dieu, et qu'elle lui appartenait désormais. En prononçant ce genre de phrase, Brian a en quelque sorte répondu à ses prières, parce que, à ce moment de sa vie, elle espérait vraiment que Dieu lui donne un but. Très pieuse, Jennifer attendait désespérément un signe divin. Par conséquent, elle aperçut sa rencontre avec Brian comme telle. Pour elle, il était celui qui avait été envoyé par le ciel pour la guider vers ce qu'elle était destinée à faire et être. Dans la Bible, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3 dit « Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. » En pervertissant la religion à son avantage, Brian a convaincu Jennifer qu'en tant qu'homme animé d'une intense foi, il était son chef spirituel et qu'il était normal qu'elle lui obéisse. Ces manipulations religieuses ont progressivement fait tomber les défenses morales de Jennifer. Et ça tombe bien, parce que Brian a apparemment un léger problème à régler en la personne de Diane. Quand il a commencé à parler d'elle à Jennifer, après leur début de relation, ça n'était plus dans les mêmes termes que lorsqu'ils se sont rencontrés. Terminé l'homme heureux dans son mariage. Il lui disait que Diane souffrait énormément de son lupus, et que, pour cette raison, elle n'était plus du tout la même personne que celle qu'il a épousée. Brian a joué sur la compassion de Jennifer, en affirmant que la douleur de sa femme était telle qu'elle voulait elle-même mourir, et que la tuer serait un acte de miséricorde. L'homme a toutefois précisé qu'il ne pouvait pas le faire lui-même, parce qu'il serait immédiatement suspecté, juste pour pousser son amante à le faire à sa place. Le tout en précisant qu'après ça, ils pourraient enfin être officiellement ensemble. Selon Brian, c'était là le plan de Dieu. Et à force de manipulation qui exploitait toutes ses vulnérabilités, Jennifer a fini par être persuadée qu'il avait raison et qu'elle devait tuer Diane. Brian lui a alors dit qu'elle devrait absolument tirer 2 fois, pour être sûr que sa femme ne s'en sortirait pas. C'est ce qui explique qu'au lieu de partir après avoir tiré la première balle, Jennifer soit restée pour en tirer une seconde. Après ça, Brian lui avait donné pour consigne de trouver une cabine téléphonique et de l'appeler 2 fois pour lui indiquer que c'était fait. En gros, c'était le signal que Jennifer devait lui donner pour qu'il se tienne prêt à jouer la comédie après le meurtre. La mort violente et prématurée de Diane n'a donc même pas été provoquée par un excès de jalousie ou de passion, qui sont les motifs les plus courants dans ce genre de cas. C'est en réalité quelque chose de plus sinistre encore, orchestré par un manipulateur habile qui a retourné le cerveau d'une femme pour lui faire commettre l'impensable. Brian voulait se débarrasser de Diane parce qu'à cause de sa maladie, elle était devenue un poids pour lui et il ne voulait pas se salir les mains. Les aveux de Jennifer provoquent son placement immédiat en détention et permettent également aux enquêteurs d'arrêter Brian. Il est accusé de complicité dans le meurtre de sa femme. Et dès qu'on lui passe les menottes, il décide d'user de son droit à garder le silence, puis engage un avocat. Brian nie catégoriquement toutes les accusations. Il maintient qu'il n'a jamais demandé à Jennifer de tuer sa femme, et qu'elle l'a fait de son propre chef, probablement parce qu'elle a perdu la tête quand il a décidé d'arrêter de la voir. Cependant, les preuves récoltées contre lui ne plaident pas en sa faveur. Les enquêteurs découvrent notamment que peu avant les faits, Brian avait souscrit une police d'assurance décès au nom de Diane. La prime de base était conséquente, vu qu'elle s'élevait à 100 000 $. Mais en cas de mort accidentelle, elle était doublée. S'il n'avait pas été arrêté, Brian aurait donc touché la sainte somme de 200 000 $. En creusant un peu, les policiers parviennent également à retrouver plusieurs femmes avec qui le prétendu mari parfait s'était déjà envoyé en l'air, et ce, bien avant de rencontrer Jennifer. Il n'avait pas que l'évangélisme pour religion. Apparemment, l'infidélité en était une aussi pour lui. Au cours d'une soirée camping entre hommes, Brian avait même dit à ses amis qu'il aimerait qu'il l'aide à tuer Diane. Mais ce dernier avait cru qu'il s'agissait d'une blague. Eh ben, visiblement pas. L'ennui, c'est que ce ne sont que des preuves circonstancielles. Aucune preuve tangible ne relie Brian au meurtre de sa femme. Ce qui veut dire que le dossier à charge constitué par l'accusation a des chances de ne pas être assez solide pour le faire condamner. Si Jennifer n'accepte pas de témoigner à son procès, il y a même des chances qu'il parvienne à sortir libre. Afin de rendre le dossier d'accusation béton,
Les procureurs proposent un accord à l'avocat de Jennifer. Si elle accepte de témoigner au cours du procès de Brian, alors elle obtiendra la garantie que la peine capitale ne sera pas requise contre elle. Jennifer accepte, mais dans le cadre de cet accord, son avocat partage volontairement certaines informations avec les procureurs. Un acte qui a une conséquence désastreuse pour sa cliente. Le tribunal décide que ces partages d'informations constituent une renonciation au privilège avocat-client. Résultat, l'avocat de Jennifer est forcé de transmettre l'intégralité de son dossier à la défense de Brian et aux procureurs qui la poursuivent. Une décision extrêmement rare et controversée, qui a d'ailleurs été jugée incorrecte par un autre tribunal ensuite. Mais les dégâts étaient déjà faits. L'accusation a pu prendre connaissance d'une importante quantité d'informations confidentielles qu'elle n'aurait jamais dû voir. En 1991, soit un an après les faits, Brian est jugé pour sa participation supposée au meurtre de sa femme. Contrairement à Jennifer, il continue de nier véhément toute implication dans le crime. Son ex-amante témoigne longuement à son procès. Elle détaille leur relation, la manipulation qu'elle a subie de sa part et comment il l'a convaincue de tuer sa femme. Son témoignage est accablant et émotionnellement chargé. À la barre, Jennifer tremble et pleure. On peut voir qu'elle dit la vérité quand elle affirme qu'elle ne voulait pas tuer Diane. Le manipulateur, qui a tout orchestré, lui, reste de marbre et écope d'une peine finalement assez légère parce qu'il est jugé non coupable de meurtre avec préméditation. Brian est condamné à 37 ans d'emprisonnement pour meurtre au second degré et complot en vue de commettre un meurtre, avec une peine de sûreté de 22 ans. Quand vient le tour de Jennifer d'être jugée, l'année suivante, elle ne nie pas les faits, mais plaide non coupable pour cause d'aliénation mentale, sur conseil de son avocat. Selon ce dernier, elle n'était pas dans son état normal lorsqu'elle a tiré sur Diane, parce qu'elle était sous l'emprise psychologique de Brian. L'homme a exercé sur elle une forme de contrôle mental, qui l'a poussée à commettre un acte qu'elle n'aurait jamais commis si elle ne l'avait pas rencontré. Les experts en psychologie sont divisés sur l'état mental de Jennifer. Pour certains, c'est une femme profondément religieuse, dont la foi a été exploitée par un homme charismatique et manipulateur. Pour d'autres, c'est une femme adulte, intelligente et psychologiquement stable qui a fait le choix conscient de tuer. Et il est vrai qu'elle a commis certains des actes qui caractérisent la préméditation du crime. Jennifer a emprunté l'arme de son mari, s'est entraînée au tir, s'est habillée en tenue militaire et a attendu Diane sur le parking. Puis elle a tiré sur elle 2 fois, dont une à bout portant, alors que la victime était déjà à terre. À l'époque, la question de l'existence du contrôle mental ou de la manipulation coercitive fait énormément débat. Aujourd'hui encore, bien que de plus en plus d'experts reconnaissent que c'est une réalité, le concept reste discuté dans les tribunaux. Les médias suivent l'affaire de la Fatal Attraction Killer avec passion. Et l'opinion publique est exactement comme ceux qui sont chargés de juger Jennifer, c'est-à-dire divisée. Cependant, malgré ses dénégations, elle est bel et bien reconnue saine d'esprit. Et il est déterminé qu'elle était pleinement consciente de ses actes au moment du meurtre. Le procès de Jennifer s'ouvre à Glenwood Springs, en raison de la publicité médiatique entourant l'affaire à Colorado Springs. Il démarre en février 1992 et dure 7 semaines. Une quantité importante de preuves concernant les événements qui ont mené au crime, et le crime lui-même, est présentée. À cause de la transmission du dossier de son avocat à la partie adverse, et en dépit de sa coopération, Jennifer prend tarif. Elle est reconnue coupable de meurtre au premier degré, donc avec préméditation, et de complot en vue de le commettre, puis condamnée à la perpétuité. Brian s'en est donc tiré à bien meilleur compte, alors qu'il a été le cerveau de l'opération. Cette différence de traitement soulève des questions brûlantes. Est-ce vraiment juste? La manipulation psychologique et religieuse dont a été victime Jennifer n'aurait-elle pas pu être considérée comme un facteur majeur? Jennifer aurait pu dire non à n'importe quel moment, mais elle ne l'a pas fait et, juridiquement, c'est visiblement tout ce qui compte. Elle entame alors en prison un long voyage d'introspection qui va la transformer profondément. Brian, lui, va s'illustrer d'une façon bien moins positive. Vous allez voir. En 1997, alors qu'il purge sa peine de 37 ans pour complot de meurtre dans une prison de sécurité moyenne à Canyon City dans le Colorado, Brian s'évade avec un autre détenu. Selon les informations rapportées par le journal local, les 2 hommes ont utilisé des coupes-boulons pour découper une double clôture de la prison et s'échapper. Leur cavale ne dure cependant pas bien longtemps. Les autorités retrouvent et capturent les fugitifs dans les heures qui suivent,
parce qu'il n'avait apparemment pas élaboré de plan à suivre après avoir franchi les clôtures. Cette tentative d'évasion a des conséquences significatives pour Brian, vu qu'elle repousse sa date d'éligibilité à une libération conditionnelle de 5 ans. Un détail intéressant, qui montre que même après sa condamnation, l'homme a préféré prendre des risques importants plutôt que d'accepter sa peine. Contrairement à Jennifer, qui, selon les témoignages, est restée une prisonnière modèle tout au long de son incarcération. Faisons maintenant un bond dans le temps, jusqu'au début des années 2010. 20 ans se sont écoulés depuis cette tragique affaire. Jennifer, qui a désormais 48 ans, a eu 2 décennies pour réfléchir aux conséquences dévastatrices de ses actes. Elle est devenue ce qu'on appelle souvent dans la tradition évangélique une « born-again Christian » ou chrétienne régénérée. Sa foi a pris une direction différente, axée sur la rédemption et le repentir. Durant son incarcération, elle a appris à jouer de la guitare et a composé puis enregistré 2 albums de musique gospel. Une démarche musicale qui n'est pas seulement artistique, mais aussi spirituelle. Cette conduite exemplaire va provoquer un rebondissement inattendu dans l'affaire, que beaucoup considéraient comme définitivement classé. En 2011, le gouverneur du Colorado, Bill Ritter, fait une fleur à Jennifer avant de quitter ses fonctions. Il commue sa peine à perpétuité et la rend admissible à une libération conditionnelle beaucoup plus tôt que prévu. Il n'a pas été précisé combien d'années de prison elle avait encore à purger à ce moment-là, mais probablement encore un paquet. Plus surprenant encore, John Suthers, l'un des procureurs qui avait poursuivi Jennifer, approuve complètement cette initiative. Après avoir revu l'affaire avec du recul et une meilleure compréhension de la dynamique de manipulation psychologique, il a conclu qu'elle méritait une seconde chance. Il a précisé qu'il pensait que Jennifer présentait très peu de risques de récidive et que son témoignage avait été crucial pour obtenir la condamnation de Brian. Le fait qu'un procureur change d'avis aussi drastiquement reste assez rare. Ça montre à quel point cette affaire est complexe et nuancée, et à quel point la compréhension de la manipulation coercitive a évolué avec le temps. Durant les 6 années suivantes, Jennifer dépose 3 demandes de libération conditionnelle, qui sont toutes refusées. Et ce, malgré son état de santé qui se détériore de plus en plus. En effet, un cancer du pancréas lui a été diagnostiqué en 2014. La donne change en fin d'année 2017. Lors de sa 4e audience de demande de libération conditionnelle, elle déclare qu'elle souhaite donner en retour à cette société, qu'elle a si gravement blessée. Jennifer espère pouvoir faire de son histoire un avertissement pour les autres. Et le 12 décembre 2017, elle retrouve finalement sa liberté. Elle est relâchée après presque 27 ans passés derrière les barreaux. Et Jarrod Hood, le fils aîné de Diane, s'exprime rapidement à ce sujet. Dans un communiqué public, il déclare qu'il soutient la décision de la Commission des libérations conditionnelles et qu'il est prêt à pardonner à Jennifer au nom du Christ, parce que c'est ce que sa mère aurait voulu. Après ça, Jennifer se fait discrète. Elle travaille quelques mois chez Inside Out Ministries, une organisation qui aide les anciens détenus à se réinsérer dans la société, située à Denver. Mais elle n'a pas le temps d'en faire beaucoup plus. 3 mois seulement après sa libération, son cancer, arrivé en phase terminale, est incurable et progresse très rapidement. Jennifer meurt des suites de sa maladie le 24 mars 2018, à 2 mois de ses 56 ans. L'instigateur du meurtre est libéré à son tour le 11 mars 2019, après avoir purgé plus de 29 ans de prison sur les 37 auxquels il avait été condamné. Après sa libération, à l'âge de 60 ans, Brian refait sa vie loin des micros des journalistes et refuse généralement de parler de l'affaire. Il n'a jamais daigné avouer son implication dans la mort de Diane, et n'a pas non plus exprimé de remords, en tout cas publiquement. Une nuit d'octobre 1997, dans une région paisible d'Australie, 2 adolescentes marchent le long d'une route isolée, sous un ciel étoilé. Elles s'éloignent de leur campement pour rejoindre une fête, quand un véhicule ralentit à leur hauteur. Une très mauvaise rencontre qui va sceller leur destin. Ce qu'elles vont subir est l'un des calvaires les plus terrifiants jamais documentés en Australie et dans le monde. Derrière ce crime, 2 hommes au passé trouble, déjà bien connus des services de police. Pourquoi ces jeunes filles, décrites par leurs proches comme prudentes et responsables, se sont-elles retrouvées dans leur voiture? Quels indices inattendus permettra aux enquêteurs de remonter jusqu'au coupable? Et surtout, pourquoi l'un des meurtriers était-il toujours en liberté malgré un passé criminel déjà très chargé? Aujourd'hui, je vous raconte les détails de l'affaire des meurtres des lycéennes de Bega. Une histoire dans laquelle chaque détail révélé est plus glaçant que le précédent, qui a changé à jamais le système judiciaire australien. Le 5 octobre 1997 est un jour de vacances scolaires à Bega.
une petite ville australienne de Nouvelle-Galles du Sud, où la vie s'écoule paisiblement. Contrairement à Paris, le soir de la victoire de la Ligue des Champions. Mais c'est pas grave, on a gagné. Le crime, pardon. L'air est encore doux à Béga, malgré l'arrivée imminente de l'été austral. Et comme souvent à cette période de l'année, un groupe d'adolescents a installé un campement dans les collines boisées, près de la plage de Tatra. Ils ont planté leur tente à White Rock, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard. L'endroit offre une vue imprenable sur l'océan, en plus de permettre aux jeunes des environs d'assouvir leurs besoins d'indépendance. Pour y accéder, il faut d'ailleurs emprunter une piste de terre sinueuse bordée d'eucalyptus, un chemin discret, qui contribue à nourrir le sentiment d'isolement ressenti quand on s'y trouve. Cependant, cela reste un bon compromis familial, parce que les maisons des campeurs en herbe qui s'y posent régulièrement ne sont qu'à quelques kilomètres de là. Ils peuvent donc profiter de leur liberté sous la surveillance bienveillante, mais distante, de leurs parents. Je pense que c'est bien l'ambiance la plus anxiogène pour ceux qui regardent du true crime régulièrement. Isolé, difficile d'accès et en pleine nature. Franchement, toquer à la porte de l'appartement de Jeffrey Dahmer pour savoir s'il est là est sûrement moins dangereux. Bref, dans le groupe d'adolescents installés à White Rock ce jour-là, il y a deux amies très proches, Nicole Collins et Lorraine Barry. Elles fréquentent toutes les deux le même lycée, mais sont dans des classes différentes parce qu'elles n'ont pas le même âge. Nicole est l'aînée des deux. Du haut de ses 16 ans, elle est assez extravertie et n'a jamais peur d'aller vers les autres. Son charisme et son sourire contagieux attirent facilement les gens vers elle. Pourtant, ce week-end-là, malgré l'enthousiasme qu'elle montre, on voit que quelque chose la tracasse. Nicole vient de vivre une rupture amoureuse, qui l'affecte plus qu'elle ne veut le laisser paraître. Heureusement, elle peut compter sur Lorraine pour essayer de lui remonter le moral, même si cette dernière présente un caractère bien différent du sien. À 14 ans, c'est une adolescente beaucoup plus réservée que Nicole. Lorraine est quelqu'un de calme, qui préfère généralement la tranquillité de son foyer familial à l'agitation qui règne dans les groupes. Ce qui lie profondément les deux amies, et leur a toujours permis de surmonter leurs différences d'âge, comme de tempérament, c'est leur passion commune pour l'équitation. Elles passent de longues heures à chevaucher ensemble dès qu'elles ont du temps libre. Un rituel qui a façonné entre elles une remarquable complicité au fil des années. Malgré sa grande timidité, Lorraine est très sensible, et fait preuve d'une loyauté à toute épreuve envers ses proches, notamment envers Nicole. Quand le long week-end de la fête du travail s'est profilé, les filles ont donc immédiatement vu une occasion d'en profiter pour se retrouver. Par chance, Graham Collins, le père de Nicole, n'a pas hésité à mettre la main à la pâte, parce qu'il s'avère que le campement installé pour le groupe n'est pas improvisé. 2 jours plus tôt, l'homme a lui-même préparé le site à White Rock, pour permettre à sa fille de passer du temps avec ses amis, dans les meilleures conditions possibles. White Rock n'est situé qu'à 3 km de la maison familiale des Collins, une distance suffisamment courte pour que les jeunes puissent faire des allers-retours quand ils souhaitent prendre une douche, se changer ou même partager un bon repas. Soucieux de leur sécurité, Graham passe tout de même régulièrement vérifier que tout va bien pour eux, depuis 2 jours. Il le fait d'ailleurs dans l'après-midi du 5 octobre, avant de s'en retourner chez lui. Le soir venu, l'ambiance est détendue autour du feu de camp. Les adolescents discutent et rigolent en écoutant de la musique ou évoquent la rentrée scolaire qui approche avec une certaine mélancolie. Bon, ils font pas que ça, ils picolent aussi, mais j'imagine qu'ils se gardent bien de le dire à Grammy quand ils le voient. Dans le lot, seule Nicole ne semble pas s'amuser comme elle le devrait. Elle est très préoccupée, parce qu'elle sait que son ex-petite amie participe à une fête qui a lieu à Callaroo, à près de 7 km de là. Elle n'a qu'une envie, aller le retrouver pour pouvoir discuter avec lui de la rupture, qu'elle ne parvient vraiment pas à digérer. Après avoir pesé le pour et le contre, Nicole décide de se rendre à Callaroo, et Lorraine propose de l'accompagner. Il est environ 21h quand les deux amis quittent le campement ensemble. Pour expliquer son départ au reste du groupe, Nicole leur annonce qu'elle s'en va mettre sa vie sur les rails, avant de s'éloigner dans l'obscurité. Équipés d'une simple lampe torche et d'une bouteille de soda mélangée à un peu d'alcool, les deux amies s'engagent sur un sentier forestier qui rejoint la route principale. Et on peut dire qu'elles ont du courage, parce que si en voiture Callaroo se trouve à un quart d'heure de route de là, à pied cela représente environ 1h30 de trajet. Elles ne le savent pas encore, mais ce choix va sceller leur destin de la plus terrible des manières. Parce qu'au même moment, à plusieurs kilomètres de là, 2 hommes roulent à bord d'une Ford Telstar. Leslie Camilleri, 28 ans, et Lindsay Beckett, 23 ans. Des marginaux résidant à Yass, bien connus des services de police, qui viennent de s'injecter de la méthamphétamine et de l'héroïne, après avoir consommé de l'alcool. Leslie est au volant, et il est aussi agité que déprimé, parce qu'il vient de se disputer violemment avec sa femme. Dans la voiture, sur la banquette arrière, il y a un grand téléviseur rose qu'ils ont récupéré chez un ami pour régler une dette de drogue. Ces 2 hommes sont très perturbés, pas souvent sobres, et ils semblent jouer à qui aura le casier judiciaire le plus long à sa mort. Leslie a déjà été condamné 146 fois
pour des délits divers et variés. Il a également été libéré un peu d'un mois en arrière sous caution, après l'avortement de son procès pour 6 agressions sexuelles commises sur sa belle-fille de 11 ans. Il est facile d'en déduire que c'est probablement le motif de la dispute qui a éclaté entre Leslie et son épouse. C'est même sacrément étonnant qu'elle le soit encore, vu ce dont il a été accusé. Les sources ne précisent pas la nature exacte du vice de procédure qui a conduit à l'arrêt de son procès. Toujours est-il qu'en attendant qu'un second soit ouvert, il a été relâché. Bah oui, faut bien un peu challenger son peuple de temps en temps, en lâchant quelques prédateurs dans la foule, n'est-ce pas? L'enfance chaotique de Leslie a sûrement joué un rôle dans sa transformation en individu profondément antisocial, manipulateur et dépourvu d'empathie. Il est issu d'une famille de 6 enfants et a grandi à Liverpool, en Nouvelle-Galles du Sud. Leslie n'a rencontré son père biologique qu'à l'âge de 13 ans. Et a visiblement eu une enfance des plus misérables. Un rapport psychiatrique établi en 1996 l'évoque, en précisant qu'à cause de cela, il a toujours été victime d'ostracisme. Cet important rejet social a engendré chez lui une profonde frustration, qui l'a poussé à multiplier les actes de vol et de vandalisme. Le tout, combiné au fait que Leslie a très peu de contrôle sur ses impulsions, s'est traduit par des explosions de comportements destructeurs. Considéré comme ingérable dès son plus jeune âge, il a passé une grande partie de son enfance dans des centres de détention pour mineurs. À 10 ans, Leslie s'en est échappé. Puis il a vécu 2 ans dans les rues de King's Cross, un quartier difficile de Sydney. Il a finalement été retrouvé par la police et ramené à l'établissement dont il s'était enfui, où il est resté jusqu'à ses 15 ans. À ce moment-là, Leslie était déjà un habitué du tribunal pour enfants de Minda, pour des accusations de cambriolage et de vol. Au cours des années suivantes, il a régulièrement eu affaire à la justice pour des délits de vol, d'infractions liées au véhicule, de port d'armes, de possession de drogue et de fugue. Il était déjà entré dans un cycle de violence et de délinquance dont il n'est jamais parvenu à sortir. Lindsay, de son côté, a plus de 50 condamnations à son actif. Bon, c'est déjà lequel des deux a le plus de chances de gagner le concours du plus condamné parce que Leslie mène de presque 100. Lindsay est né dans l'une des régions les plus pauvres de Nouvelle-Zélande, dans la ville d'Opotiki. Et on s'est aperçu très tôt qu'il avait un QI assez bas. Sa mère est tombée enceinte de lui à l'âge de 15 ans, des suites d'un viol. En grandissant, Lindsay a été maltraité par son beau-père, décrit comme un alcoolique violent. Et à l'âge de 13 ans, il buvait lui aussi de l'alcool, en plus de fumer de la marijuana. Adolescent, il a tout quitté pour venir vivre en Australie, en Nouvelle-Galles du Sud, où il a commencé à mener une vie de délinquant. Lindsay a vécu avec une femme pendant 6 ans, une compagne qu'il a régulièrement battue et violée. Ils ont eu 3 enfants ensemble, et c'est en cambriolant des voitures ou en volant des gens après les avoir agressés qu'il subvenait aux besoins de sa famille. Le manque d'intelligence de Lindsay le rend très influençable. Donc, quand il a rencontré Leslie, au milieu des années 90, il est rapidement tombé sous son emprise psychologique. L'homme a 5 ans de plus que lui, et une forte personnalité. Donc il l'a immédiatement pris pour une sorte de mentor. Son maître Yoda du crime version AliExpress, quoi. Depuis qu'ils se sont croisés pour la première fois, Leslie et Lindsay s'associent régulièrement, surtout pour voler des voitures. Enfin, s'associer n'est pas vraiment le terme adéquat parce que ils ne sont pas égaux dans leur rapport. Leslie traite parfois Lindsay comme un chien, vu qu'il l'oblige à dormir sous le porche de sa maison en attendant ses ordres. Un bon gros connard avec un crétin violent à sa botte. Le duo de choc. Pour en revenir au soir du 5 octobre 1997, il est environ 22h, quand leur voiture arrive sur la route qui relie les villes de Tatra et Bega, à l'endroit précis, où Lorraine et Nicole marchent en file indienne sur le bas-côté. Quand il aperçoit 2 silhouettes féminines dans la nuit, Leslie décide de s'arrêter. Ce qui s'est passé ensuite fait encore l'objet de controverses aujourd'hui. Si l'on en croit Lindsay, les filles auraient accepté volontairement que les 2 hommes les déposent quand elles leur ont dit qu'elles allaient à Kalarou. Mais tous leurs proches, eux, sont catégoriques. Jamais les adolescentes n'auraient accepté de monter en voiture avec des inconnus, surtout dans un véhicule en mauvais état, conduit par quelqu'un qui n'était manifestement pas sobre. Pour résumer, la réalité des faits sur ce point reste incertaine. Un témoin a rapporté avoir vu les filles discuter avec un homme près d'une voiture sur la route cette nuit-là. Et à ce moment-là, il semblait converser tout à fait normalement. Mais ce même témoin n'a pas été en mesure de certifier que Nicole et Lorraine étaient montées dans le véhicule de leur plein gré. Quoi qu'il en soit, au cours de cette période, elles se sont retrouvées à l'arrière de cette Ford Telstar, avec Leslie et Lindsay. Les ont-ils forcées physiquement à monter dans le véhicule? Ont-ils utilisé un prétexte fallacieux pour les convaincre de le faire? Peut-être ont-elles juste accepté de monter dans un moment de faiblesse, épuisées par leur longue marche dans l'obscurité?
Les seuls à connaître la vérité sont Leslie et Lindsay. Et leurs versions contradictoires ne permettent pas d'établir avec certitude le déroulé précis de cette partie de l'histoire. Cependant, une chose est certaine. Quand ça se produit, les deux hommes doivent se débarrasser du volumineux téléviseur rose qui encombre la banquette arrière de la voiture. Pour pouvoir embarquer les adolescentes, ils le déposent alors sur le bas-côté de la route. Après cela, Lorraine et Nicole montent dans la Ford Telstar en ignorant qu'elles viennent de tomber dans un guet-apens qui va déboucher sur un calvaire long de 12 heures. Le véhicule prend d'abord la direction de la plage de Tatra. Le groupe y reste un moment. Puis Leslie suggère un bref passage par le campement, à White Rock, pour que les adolescentes puissent prévenir leurs amis. Pour s'y rendre, ils engagent donc la voiture sur un chemin de terre accidenté. Et rapidement, elle commence à racler le sol sur les ornières. Cet imprévu agace fortement Leslie. C'est là que tout bascule. Parce que son humeur change brutalement. Il sort un couteau à cran d'arrêt et se retourne vers les adolescentes apeurées pour leur ordonner de se taire, tout en menaçant de les poignarder si elles tentent de s'enfuir. Leslie demande également à Lindsay de s'équiper de son propre couteau et lui obéit sans hésiter, avant d'encourager les filles à ne pas discuter les ordres de son complice. C'est à cet instant que Nicole et Lorraine découvrent avec stupeur que les portes arrière sont équipées de sécurité enfant et que les lève-vitres ont été retirées. Au-delà des menaces de Leslie, elles sont de toute façon dans l'incapacité totale de sortir du véhicule. Le piège vient de se refermer sur elles. Et ce qui ne devait être qu'un simple trajet se transforme peu à peu en cauchemar réveillé pour les deux amies. Pourtant, elles étaient loin d'imaginer l'horreur qui allait s'ensuivre. Sous la menace de leur couteau, les adolescentes sont désormais retenues captives par Leslie et Lindsay. La Ford Telstar fait donc demi-tour et abandonne le chemin de terre menant au campement pour rejoindre la route principale. Leslie, toujours plus imprévisible sous l'effet des substances qu'il a prises, conduit très nerveusement. Il prend la direction d'une décharge, située sur Old Wallagoot Road, à Callaroo. Voilà un endroit isolé, parfaitement adapté au sinistre projet qui germe dans son esprit. La voiture s'arrête dans l'obscurité, loin de toute habitation. Et c'est là que commence l'indicible. Sans aucune pitié, Leslie ordonne à l'une des filles de sortir avec lui, pendant que Lindsay reste dans la voiture avec l'autre. Les deux hommes commencent alors à agresser sexuellement les adolescentes terrifiées. Et ce n'est malheureusement que le début de l'enfer qu'ils vont leur faire subir. Après cette première agression, Leslie et Lindsay reprennent la route avec leurs victimes, puis empruntent la Princess Highway, en direction du sud. Le véhicule s'enfonce toujours plus loin dans la nuit australienne. Nicole et Lorraine, sous le choc, comprennent peu à peu qu'elles s'éloignent de chez elles, et de tout espoir de secours. Leurs ravisseurs font plusieurs arrêts, et à chaque fois, le même scénario abject se répète. Ils vont au Biawak National Park, puis font un arrêt dans les bois au sud d'Eden, et enfin, une halte dans les environs de Wingan Point, en territoire victorien. À chacun de ces endroits, Leslie et Lindsay abusent tour à tour des adolescentes, et se les échangent, comme ils le diront eux-mêmes crûment dans leurs témoignages ultérieurs. Chaque seconde de cette abominable soirée semble être infinie pour Nicole et Lorraine. Dans la voiture, elles sont contraintes de garder la tête baissée pour ne pas être vues. Et si elles osent parler ou pleurer, Leslie menace de les poignarder sur le champ. Entre-temps, les deux hommes continuent de s'injecter régulièrement des doses supplémentaires de méthamphétamine, ce qui ne fait qu'amplifier leur comportement erratique et violent. À un moment donné, Leslie fatigue. Alors il passe le volant à Lindsay et s'endort, sans vraiment savoir où il va. Ce dernier continue de rouler vers le sud, et fait visiblement une grossière erreur. Lorsque Leslie se réveille et réalise où il se trouve, il entre dans une colère noire. Il hurle à Lindsay qu'il ne voulait pas aller là, mais à Sydney, en mentionnant les ponts. Leslie fait en réalité allusion à certains ponts situés sur la Hume Highway, près de Sydney, qui surplombent de profonds ravins. Son intention était d'y jeter les corps des filles, pour qu'ils ne soient jamais retrouvés. Et il n'en faut pas plus pour que Lorraine et Nicole, épuisées et traumatisées à l'arrière du véhicule, commencent à comprendre que leur ravisseur ne compte pas les libérer. En s'armant de tout le courage qu'elle a, l'une d'elles ose poser la question qui les hante toutes les deux et demande à leurs agresseurs s'ils ont l'intention de les tuer. Avec un calme glaçant, Leslie leur assure que non, ils vont simplement les attacher, puis les abandonner quelque part, le temps de pouvoir prendre la fuite. Des paroles aussi crédibles que celles d'un politique français, hein. Évidemment, il n'en pense apparemment pas un mot, parce que, peu après, il souffle à Lindsay une phrase qui ne laisse aucun doute sur ses réelles intentions. Les filles ne peuvent pas repartir. Et ben voilà. C'est alors que le jour commence à se lever. Après une nuit entière d'errance, marquée par le calvaire de deux jeunes victimes innocentes, la voiture roule maintenant sur la Monaro Highway, en direction de Bombala. Leslie est déterminée à mettre fin à cette macabre odyssée,
et cherche un endroit isolé pour se faire. C'est précisément ce qu'il trouve lorsque la voiture passe à proximité d'un lieu appelé Fiddler's Green Creek. Lindsay repère un petit chemin qui s'enfonce dans la forêt et demande à Leslie ce qu'il en pense. Ce dernier l'observe attentivement et remarque que la végétation est dense, qu'il n'y a aucune habitation en vue et que l'isolation sonore semble parfaite. Le lieu apparaît idéal, donc Leslie accepte d'aller l'explorer. Il est environ 8 heures du matin quand la voiture s'engage sur ce chemin forestier le 6 octobre 1997. Les premiers rayons de soleil percent à travers les arbres. Mais pour Lorraine et Nicole, ce n'est pas que le début de la journée. C'est aussi le début de la fin de leur vie. Les deux hommes qui les détiennent sont sur le point de révéler l'étendue de leurs abjectes intentions. La Ford Telstar s'arrête au bout du chemin forestier sur lequel elle s'est engagée. Aux alentours, il n'y a rien, que des arbres à perte de vue et le son lointain d'un cours d'eau. Fiddler's Green Creek, un nom presque poétique pour un lieu qui va devenir le théâtre d'une abominable barbarie. Leslie et Lindsay font sortir Nicole et Lorraine de la voiture. Leurs jambes, engourdies après cette interminable nuit, peinent à les porter. Mais leurs ravisseurs, toujours armés de leurs couteaux, les forcent à s'enfoncer dans la forêt. Le sol est très inégal, couvert de racines et de pierres. Alors en cours de route, les adolescentes trébuchent plusieurs fois, ce qui déclenche une colère noire chez les deux hommes. Leslie aboie sur les filles et les maltraite. Il leur crie d'arrêter de pleurnicher et de se lever quand elles tombent, tout en les poussant brutalement pour qu'elles avancent au plus vite. Après environ 250 mètres de marche, le groupe atteint les rives d'un petit ruisseau, dont l'eau claire coule paisiblement entre les rochers. Leslie décide de s'arrêter à cet endroit. Son plan est méticuleusement calculé. D'abord, il ordonne à Nicole et Lorraine de se déshabiller et de se laver soigneusement dans l'eau froide. Cette instruction n'est pas due à une quelconque perversion, elle sert au contraire un objectif bien précis. Leslie veut éliminer toute trace d'ADN pouvant les relier aux agressions sexuelles qu'il a commises durant la nuit. Tremblantes de froid et de peur, Lorraine et Nicole s'exécutent. Au fond, elles ne nourrissent plus aucun espoir de s'en sortir vivantes. La question n'est même plus de savoir si elles vont mourir, mais comment elles vont être tuées et quand. Une fois nettoyées, les filles sont autorisées à remettre leurs vêtements. Puis Leslie passe à la seconde étape de son plan. Il leur ordonne de s'asseoir, leur attache les mains dans le dos et les bâillonne avec des morceaux de leurs propres habits, pour qu'elles ne puissent pas crier. Après cela, il décide de les séparer. Lorraine est laissée près du ruisseau, allongée sur le ventre, les mains liées, pendant que Nicole est emmenée plus loin et attachée à un arbre à environ une trentaine de mètres de son amie. Elles ne peuvent plus se voir, mais chacune peut entendre la respiration haletante de l'autre. C'est alors que se déroule une scène surréaliste. Leslie et Lindsay s'éloignent légèrement pour discuter de la suite des événements. Leur conversation, rapportée plus tard par le second, prend une tournure de débat on ne peut plus sinistre. Leslie ordonne à Lindsay de tuer les filles. Mais ce dernier se permet de discuter ses consignes, une chose qui n'arrive que très rarement. Malgré son propre passé criminel, Lindsay hésite et demande à Leslie pourquoi il doit s'en charger, et pas lui. La réponse de son complice ne se fait pas attendre, et elle est pour le moins cinglante. S'il refuse d'obéir, il le tuera. Face à cette menace, et sous l'emprise persistante des drogues, Lindsay finit par céder. Il retourne vers le ruisseau où Lorraine attend. Terrifié. En suivant les instructions de Leslie, parti patienter dans la voiture, il tente d'abord de la noyer, en maintenant sa tête sous l'eau. Mais sa victime se débat avec l'énergie du désespoir. Ce faisant, Lorraine force Lindsay à mettre un genou dans l'eau, et cela l'énerve énormément. Alors fou de rage, il sort un couteau pour la poignarder au cou. La lame tranche la carotide de l'adolescente et provoque une hémorragie massive, qui lui est fatale. En quelques secondes, son corps cesse de bouger, puis il est emporté par le courant du ruisseau, teinté de rouge. Après avoir tué Lorraine, Lindsay, dont le pouce a été entaillé dans l'action, se dirige vers l'arbre auquel Nicole est toujours attachée. La jeune fille, qui a tout entendu de leur lutte, comprend immédiatement ce qui l'attend. Dans un dernier sursaut de lucidité, elle demande à travers son bâillon à Lindsay s'il va la tuer, ce à quoi il lui répond de la fermer, avant de lui trancher la gorge plusieurs fois. Mais contrairement à Lorraine, Nicole ne meurt pas instantanément. En proie à la panique ainsi qu'à une intense douleur, elle se débat et s'agite au sol. Elle tente de crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. Ne sachant pas quoi faire pour qu'elle arrête de gesticuler, Lindsay commence à la frapper, puis l'immobilise avec son pied, et la poignarde à de multiples reprises. Il vise d'abord sa gorge une fois, puis son cœur. Mais même après ça, Nicole n'est toujours pas morte. Lindsay décide donc d'utiliser ses deux mains pour enfoncer une seconde fois le couteau dans sa poitrine. Et cette fois, le plus profondément possible. Ce n'est qu'après avoir été poignardée 3 fois et pris d'autres coups de pied à la tête que Nicole rend son dernier souffle. Ça y est, les deux adolescentes sont mortes. Le corps de Lorraine flotte dans le ruisseau,
retenu par une racine d'arbre, et celui de Nicole gît au pied de l'arbre auquel elle était attachée. Lindsay, qui vient de prendre leur vie avec une brutalité inouïe, retourne tranquillement à la voiture où l'attend Leslie. Le comportement de ce dernier est d'ailleurs pour le moins étrange, vu qu'il demande à son complice s'il a vu le démon. Si vous voulez mon avis, le type a simplement vu son reflet dans le rétroviseur, parce que le seul démon qu'il y a en dehors de Lindsay, c'est lui. Sans s'attarder davantage, les meurtriers quittent les lieux pour retourner en Nouvelle-Galles du Sud. Ils ne prennent même pas la peine de dissimuler les corps, convaincus que l'isolement de l'endroit suffira à retarder leur découverte. Leslie prend le volant, tandis que Lindsay, fatiguée par l'effet des drogues et les violences commises, s'endort sur le siège passager. C'est seulement à l'approche de Canberra qu'il se réveille. Les deux hommes s'arrêtent alors au Theodore Lookout, situé sur la Monaro Highway. Ils y brûlent leurs vêtements ensanglantés, ainsi que les cordes et les bâillons utilisés pour maîtriser leurs victimes. Ils se rendent ensuite jusqu'au Commonwealth Avenue Bridge, à Canberra, où ils jettent leurs couteaux dans le lac Burley Griffin, avant de retourner à Yass. 2 jours plus tard, le 8 octobre, Leslie et Lindsay se rendent à Sydney et séjournent plusieurs jours chez le frère du premier. Durant cette période, ils passent 6 heures dans une station de lavage auto à Campbelltown, une banlieue au sud-ouest de la ville. Ils vont jusqu'à retirer les sièges et les tapis de la voiture pour les nettoyer méticuleusement, afin d'effacer toute trace de sang ou d'ADN. Le duo retourne ensuite à Canberra pour détruire d'autres preuves avant de faire le trajet jusqu'à Bega. Leur objectif est de retrouver le téléviseur rose qu'ils ont abandonné sur le bord de la route, parce que Leslie craint de le voir devenir un indice pouvant mener la police jusqu'à eux. Cette recherche s'avère infructueuse. Par chance, l'appareil a déjà été récupéré par un employé municipal qui, sans le savoir, vient de sauver un indice d'une importance capitale. À Bega, l'inquiétude grandit rapidement après les faits. Lorsque le 6 octobre, les parents de Lorraine et Nicole constatent que leur fille ne leur donne pas signe de vie, ils contactent immédiatement leurs amis. Seulement, ils sont unanimes. Personne ne les a vus depuis qu'elles ont quitté le campement pour aller à une fête, la veille au soir. À partir de là, ce qui n'était qu'une simple inquiétude se transforme en panique. Des recherches sont organisées dans les environs du campement. Les parents et amis, puis des policiers aidés de bénévoles, passent chaque sentier, plage et falaise au peigne fin. Tous les endroits où les adolescentes pourraient être allées sont minutieusement inspectés. Les autorités ouvrent une enquête et comprennent rapidement qu'il ne s'agit pas d'une simple fugue. Lorraine et Nicole n'ont pas pris d'argent, ni d'affaires personnelles. Mais surtout, elles sont responsables et préviennent toujours leurs parents en cas de déplacement. L'angoisse étreint toute la communauté de Bega. Alors, cette petite ville, au sein de laquelle tout le monde se connaît, se mobilise entièrement. Pendant que des équipes de recherche continuent de quadriller chaque parcelle de terrain située entre le campement et Callaroo, des affiches sont placardées partout. La police met également en place une ligne téléphonique spéciale, dans l'espoir de recueillir d'éventuels témoignages. L'homme qui dirige les recherches, le détective Shane Box, devient rapidement proche des familles des victimes. Il est lui-même père de 2 filles, et cette affaire le touche profondément. Donc il s'investit corps et âme dans l'enquête. Shane passe des heures à interroger les amis des adolescentes, à tenter de retracer leurs derniers mouvements et à explorer chaque piste qui lui est soumise, aussi ténue soit-elle. Mais les jours passent et les proches de Lorraine et Nicole restent sans aucune nouvelle d'elles. Les médias s'emparent de l'affaire. Et les visages des 2 amis passent sur toutes les chaînes de télévision australiennes. Leurs parents y lancent des appels poignants, demandent à quiconque aurait des informations de se manifester auprès des autorités. Les principaux indices retrouvés durant l'enquête sont une chemise et un sweat appartenant à Lorraine. Les vêtements ont été découverts près d'un chemin de terre, non loin de la décharge de Old Wallagoot Road, par un groupe de recherche local. La chemise présente des traces de sperme de Leslie. Mais à ce moment-là, les enquêteurs ne le savent pas encore. Alors elle est remise avec le sweat à la mère de Lorraine, qui les range soigneusement. Après 3 semaines de recherches intensives, qui n'ont rien donné de concluant, la police doit se résoudre à réduire les effectifs déployés sur le terrain. Seule une petite équipe d'enquêteurs continue de travailler sur le dossier, désormais classé comme disparition inquiétante. C'est alors qu'un détail, en apparence anodin, refait surface. Un témoin affirme avoir vu un téléviseur rose abandonné sur le bord de la route de Bega Tatra, à proximité de l'endroit où les filles ont été aperçues pour la dernière fois. Entre-temps, l'objet incongru a été ramassé par un employé municipal et déposé à la décharge. Parallèlement, les enquêteurs reçoivent un tuyau de la part d'un informateur de Yass, qui leur parle de Leslie Camilleri et Lindsay Beckett. L'homme raconte que les 2 individus ont eu une étrange réaction en voyant la disparition des adolescentes passer dans le journal. Leslie a dit qu'il était
sûrs que les flics allaient essayer de leur coller ça sur le dos. Pour cette raison, les policiers se penchent sur le profil des deux hommes et découvrent qu'ils ont chacun un impressionnant casier judiciaire. Plus troublant encore, ils apprennent que Leslie a été relâchée il y a peu de temps, et après avoir été accusée d'agression sexuelle sur une mineure. Et par un heureux hasard, la police fait une découverte cruciale à Canberra, le 25 octobre 1997. Une voiture volée est retrouvée là-bas, et à l'intérieur, il y a des cartes détaillées de la région de Bega, ainsi que divers objets appartenant à un certain Lindsay Beckett. Cette découverte change tout. 2 jours plus tard, le 27 octobre, la police fédérale australienne arrête Lindsay pour vol de voiture. Le lendemain, les enquêteurs interrogent également Leslie, son acolyte habituel, lui aussi arrêté entre-temps pour violation de sa libération sous caution et incarcéré. Face aux policiers, les deux hommes jouent d'abord la carte de l'ignorance. Ils nient catégoriquement toute implication dans la disparition des adolescentes et conteste avoir abandonné un téléviseur sur le bord de la route. Leslie tente même de brouiller les pistes, en admettant avoir voyagé avec une télé qu'il prétend avoir déposée dans un magasin Saint Vincent de Paul. En voyant qu'ils n'obtiendront rien de lui, les enquêteurs décident d'utiliser une approche psychologique sophistiquée pour faire craquer Lindsay. Lors de son premier interrogatoire, il garde délibérément la question du téléviseur rose pour la fin. Quand il le mentionne finalement, les policiers observent attentivement le comportement de Lindsay, et la soudaine nervosité qu'il affiche confirme leurs soupçons. Pendant son second interrogatoire, il place stratégiquement des photographies des victimes face visible sur la table. En les voyant, Lindsay les retourne immédiatement, révélant ainsi sa culpabilité de manière évidente. Les enquêteurs exploitent également la dynamique qui existe entre les deux complices. Sachant qu'ils sont détenus séparément et ne peuvent pas communiquer, ils disent à Lindsay que Leslie a déjà tout avoué. C'est évidemment faux, mais cela exerce sur lui une pression psychologique considérable. Cependant, le moment décisif survient lorsque les enquêteurs accordent une pause cigarette à Lindsay. Les suspects sont souvent plus vulnérables en dehors du cadre formel de la salle d'interrogatoire. Et c'est précisément durant cette pause qu'il commence à craquer. Pour finir, l'utilisation d'une carte géographique fournit à Lindsay un moyen concret de révéler l'emplacement des corps. Cette technique facilite elle aussi l'obtention d'aveux complets, qui provoque l'effondrement du château de cartes le 12 novembre 1997. Ce qui suit est l'un des récits morbides les plus détaillés et glaçants de l'histoire criminelle australienne. Pendant des heures, Lindsay relate le calvaire enduré par Lorraine et Nicole, sans rien omettre. Il décrit les multiples agressions sexuelles qu'elles ont subies, leur voyage nocturne à travers 2 États, et finalement, la manière dont il les a tuées, sur ordre de Leslie. Les enquêteurs victoriens sont alertés, et Lindsay est conduit sur place pour les mener en personne à l'endroit où se trouvent les corps. Le 13 novembre, soit plus d'1 mois après leur disparition, les dépouilles de Lorraine et Nicole sont enfin localisées. Peu après, Leslie est informé de la trahison de son complice, et il construit rapidement une version des faits qui le place en spectateur passif. Sa réaction est calculée. Il prétend qu'il était sous l'emprise totale des drogues, et que pendant la majorité du temps passé avec les filles, il dormait dans la voiture. Selon le récit de Leslie, Lindsay aurait agi seul, et le premier n'aurait réalisé la gravité de la situation qu'en voyant le second revenir couvert de sang dans la forêt victorienne. Mais cette version ne convainc personne. L'ADN de Leslie, présent sur la chemise de Lorraine, est à lui seul une preuve accablante que ce qu'il raconte n'est pas la vérité. Les deux hommes sont alors inculpés de l'enlèvement, du viol et du meurtre des adolescentes. Le détective Shane Box, qui a passé des semaines aux côtés des familles, a la douloureuse tâche de leur annoncer la terrible nouvelle. Il ne peut retenir ses larmes lorsqu'il leur confirme que Nicole et Lorraine ont bien été retrouvées, mais qu'elles sont mortes dans d'atroces circonstances. Le téléviseur rose, cet objet banal jeté sur le bord de la route, s'est avéré être l'indice crucial qui a permis de résoudre l'affaire. S'il n'avait pas été laissé là, ou été récupéré à temps par un employé municipal, les corps des victimes n'auraient peut-être jamais été retrouvés, et 2 immondes meurtriers auraient probablement réussi à échapper à la justice pendant un bon moment. Un procès pour double meurtre attend Leslie et Lindsay à présent, et les révélations choquantes les concernant ne vont pas s'arrêter là. Les procès des deux hommes s'ouvrent en 1998 et 1999 dans un climat de tension extrême. L'opinion publique australienne, bouleversée par les terribles détails qui ont fuité dans la presse sur l'affaire surnommée The Bega School Murders, réclame justice. Lindsay, qui a accepté de collaborer avec les enquêteurs, plaide coupable. Le 20 août 1998, il est condamné à la prison à vie, avec une période de sûreté de 35 ans.
la plus longue jamais prononcée par un tribunal victorien à cette époque. Il sera âgé de 59 ans lorsqu'il pourra demander sa libération conditionnelle en 2033. Le procès de Leslie, lui, est beaucoup plus long et complexe, parce que contrairement à son complice, il persiste à nier fermement toute implication dans les meurtres. Son avocat tente de le dépeindre comme un consommateur de drogue en plein délire, incapable de comprendre ce qui se passait autour de lui pendant ces heures fatidiques. Au cours des 10 longues semaines que dure le procès, plus de 70 témoins sont appelés à la barre. Lindsay en fait partie. Et il passe 5 jours à témoigner contre celui qu'il a autrefois considéré comme son mentor. Mais ce qui choque le plus l'assistance, c'est la révélation du fait que, lorsqu'il a tué Lorraine et Nicole, Leslie venait tout juste d'être libéré sous caution. Et ce, alors même qu'il était accusé d'avoir agressé sexuellement une préadolescente de 11 ans à de multiples reprises. Plus rageant encore, Rosemary Gandarias, une jeune femme de 19 ans, rapporte qu'elle a également été kidnappée et agressée par Leslie et Lindsay à Canberra. Ils l'ont attaquée environ 3 semaines avant les faits, et ils avaient déjà suivi le même mode opératoire. Enlèvement en voiture, porte verrouillée par des sécurités enfants, lève-vitre absent et agressions sexuelles répétées. Contrairement à Lorraine et Nicole, Rosa Marie a survécu à son calvaire. Son témoignage est dévastateur pour la défense de Leslie, qui prétend n'avoir joué aucun rôle actif dans les agressions. Quand le jury se retire pour délibérer, le verdict tombe 48 heures après, et il est sans appel. Leslie est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Et le 27 avril 1999, le juge prononce sa sentence. Le meurtrier est condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Une sentence qui reste très rarement prononcée dans le système judiciaire australien. Cependant, malgré cela, et les preuves qui l'accablent, Leslie refuse d'accepter son sort. En 2001, il apparaît devant la Cour suprême pour faire appel de sa condamnation. Mais cette tentative échoue rapidement. Toujours plus déterminé, Leslie porte alors l'affaire devant la Haute Cour australienne l'année suivante. Mais une fois de plus, sa requête est rejetée. Un second refus qui scelle définitivement son sort, parce qu'il n'a plus aucun recours. Leslie va vieillir et mourir en prison. Et ce, même si sa vie carcérale est loin d'être paisible. Parmi les criminels endurcis, les meurtriers d'enfants occupent le bas de l'échelle sociale. Dès son arrivée en prison, il devient la cible de nombreuses menaces de mort de la part des autres détenus. L'administration pénitentiaire est contrainte de le placer en détention protégée, à l'écart du reste des prisonniers. Les révélations faites durant le procès ont déclenché une vague d'indignation dans tout le pays. Comment un homme avec un tel casier judiciaire, qui plus est accusé de crimes sexuels graves sur une mineure, a-t-il pu être remis en liberté? Cette question conduit à une réforme majeure du système judiciaire australien, notamment à travers le Bail Amendment Act de 1998 en Nouvelle-Galles du Sud, qui durcit considérablement les conditions de remise en liberté sous caution pour les récidivistes. Malheureusement, l'Australie n'a pas fini d'entendre parler des meurtriers de Lorraine et Nicole. En février 2010, soit 12 ans après les meurtres, un scandale éclate autour de Lindsay. Alors qu'il purge sa peine de prison, des lettres d'amour sont découvertes dans sa cellule. Et l'auteur de ces correspondances n'est autre qu'une ancienne gardienne de prison. Les autorités pénitentiaires réagissent immédiatement en transférant Lindsay dans un autre établissement. Cette mesure vise autant à couper court à cette relation inappropriée qu'à protéger l'intégrité du système carcéral. Cet épisode soulève d'importantes questions sur la vulnérabilité du personnel pénitentiaire face à des manipulateurs expérimentés comme Lindsay. Malgré son QI relativement bas, il semble avoir conservé une capacité à établir des liens émotionnels pervers, même en détention. L'incident rappelle aussi la fascination morbide que certains criminels notoires peuvent exercer. Un phénomène psychologique troublant, souvent observé dans les affaires médiatisées. 2 ans après cela, un nouveau chapitre s'ajoute à cette tragique histoire. Mais cette fois, il concerne Leslie, et il est beaucoup plus grave, vu qu'il est accusé d'un 3e meurtre. Le 2 février 1992, Prudence Bird, une adolescente de 13 ans, avait disparu sans laisser de traces de son domicile familial à Glenroy, une banlieue de Melbourne. Sa grand-mère l'avait déposée chez elle dans la matinée, et lorsqu'une amie est passée la voir en début d'après-midi, la maison était vide. La table était mise pour le déjeuner, mais Prudence n'était nulle part. Son sac à main et ses effets personnels étaient toujours là.
seule l'adolescente manquait à l'appel. Cette disparition inexpliquée a déclenché une vaste opération de recherche, mais sa piste n'a jamais pu être remontée. En 2012, Leslie purge déjà plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité pour les meurtres de Lorraine et Nicole. C'est à ce moment que l'enquête sur la disparition de Prudence connaît un rebondissement spectaculaire. Les enquêteurs établissent un lien entre Leslie et cette affaire restée non résolue. Confronté par les autorités, il nie pendant des mois, pour finalement reconnaître sa responsabilité dans la mort de Prudence. Mais il reste un élément intriguant là-dedans, le désaccord entre les policiers et le criminel concernant le mobile du crime. Selon certaines théories initiales, le meurtre de Prudence pourrait avoir été lié à des représailles contre sa famille, notamment son grand-père, qui aurait eu des connexions avec le monde criminel de Melbourne. D'autres sources évoquent un lien potentiel avec le tristement célèbre braquage de Russell Street à Melbourne en 1986, dans lequel sa famille aurait été indirectement impliquée. Cependant, Leslie nie ses motivations en bloc et maintient qu'il s'agissait d'un enlèvement opportuniste, similaire à ceux de Lorraine, Nicole et Rosa Marie. Cette version reste contestée par les enquêteurs, qui croient toujours à un motif plus complexe. Par ailleurs, Leslie est resté vague sur certains détails très importants, tels que l'emplacement exact du corps de Prudence, qui n'a jamais été retrouvé. Le 27 mai 2013, il plaide coupable du meurtre de l'adolescente, et en fin d'année, il est condamné à 28 années d'emprisonnement supplémentaires. Une peine largement symbolique, puisqu'il n'avait déjà aucune chance de sortir un jour de prison. Cette condamnation tardive a révélé un schéma inquiétant dans le comportement criminel de Leslie. Loin d'être un meurtrier qui aurait craqué lors d'un épisode isolé, il était déjà passé à l'acte une première fois des années avant les deux meurtres de 1997. Il a agi comme un véritable prédateur, des plus méthodiques. Pour les criminologues, cette affaire illustre la trajectoire typique d'un tueur en série, avec une escalade dans la violence et la sophistication des crimes au fil du temps. Si Leslie n'avait pas été arrêté après avoir tué Lorraine et Nicole, il est probable que d'autres victimes auraient suivi. Voici pour cette affaire australienne où les deux tueurs ont bien mérité leur sentence, ils ne sortiront plus jamais de prison. Le silence flotte dans la pièce, lourd et dense. Aucun son ne le transperce et pourtant, c'est un regard parfaitement entendu que s'échangent les deux amis présentes dans cet appartement. Ce jour-là, sans avoir besoin de mettre des mots sur leurs intentions, elles scellent un pacte monstrueux, celui de prendre la vie d'un homme. Et pas de n'importe quelle façon. Aucune sorte de prise de conscience ou de recul ne fait scier l'une ou l'autre. Elles sont plus que déterminées à tuer, à faire couler le sang et même à débiter des morceaux de corps humain, comme si elles avaient fait cela toute leur vie. D'ailleurs, elles n'auront pas un instant d'hésitation, ni lors de la préparation méticuleuse de leur entreprise macabre, ni lors du crime en lui-même. Nous ne sommes pas dans un film d'horreur, mais bien dans la réalité. Plus précisément à Petit-Queville, en Normandie. Et ces deux femmes, qui viennent de pactiser sur le massacre d'un homme, sont tout simplement deux mères de famille, en pleine séance d'épilation. Tout ce que je viens de dire peut paraître fou, mais attendez d'entendre les détails de cette affaire. Un bras, puis un autre, un torse, des jambes, mais pas de tête, ni de mains, de pieds, et même de mollets. Voilà l'horreur à laquelle sont confrontés les agents de la brigade fluviale de Rouen ce dimanche 4 novembre 2018. Des morceaux de corps humain démembrés et emballés dans des sacs poubelles, puis jetés à l'eau l'un après l'autre. Quelques jours après cette terrible découverte, les autres restes du cadavre sont repêchés en aval de la Seine, permettant à la police judiciaire de Rouen de reconstituer le corps de l'inconnu. On a connu plus agréable comme puzzle. À cette occasion, ils sont surpris de constater que le bout des doigts a été méticuleusement arraché. Tous les doigts sont bien présents, mais c'est la pulpe qui a été retirée, là où se trouvent les empreintes digitales. En fait, on comprend très vite que le but de l'assassin était de retarder au maximum l'identification de sa victime, voire même de la rendre tout simplement impossible. En plus de ça, à ce stade, rien ne prouve que tous ses membres appartiennent à une seule et même personne. On pourrait bien avoir affaire à plusieurs victimes. Heureusement, cette hypothèse est assez vite réfutée par le retour de l'expert médico-légal, chargé de relever l'ADN de chaque morceau de corps retrouvé. Et sans que personne ne s'y attende, ce même ADN correspond justement avec un individu présent dans la base de données de la police. Il s'agit d'un certain Slimane Amara, un vendeur de voitures de 45 ans, connu des services de police pour d'anciens délits,
dont un fait d'outrage et de coups et blessures sur un représentant des forces de l'ordre. Ces actes ont beau ne pas être reluisants, ils sont tout de même vieux d'une vingtaine d'années. Depuis tout ce temps, Slimane Amara n'avait pas refait parler de lui et semblait avoir fini par se ranger. Seulement dans ce cas, comment se fait-il qu'on le retrouve littéralement découpé en morceaux en train de flotter dans des sacs en bord de Seine? C'est la question capitale à laquelle il va falloir répondre. Mais avant cela, il incombe aux agents de la police judiciaire de prévenir les proches de Slimane de la terrible nouvelle. Ses parents, son grand frère, mais aussi sa compagne, Céline Vasselin, avec qui il est père d'un petit garçon, sont informés. Ce sera aussi l'occasion de comprendre pourquoi personne, pas même celle avec qui elle partage sa vie depuis 8 ans, n'a signalé sa disparition. Car oui, selon les premiers éléments de l'enquête, Slimane est en couple depuis de nombreuses années, et ils mènent visiblement une vie on ne peut plus banale dans leur résidence pavillonnaire de Petit-Quevilly, rythmée par sa vie de famille et son travail. Le crime a certainement été commis il y a peu de temps. Mais tout de même, comment se fait-il que cette jeune femme ne se soit pas inquiétée de l'absence prolongée de son conjoint, le père de son enfant? Le 8 novembre, 4 jours après avoir repêché le cadavre démembré du quarantenaire, les policiers se rendent donc à son domicile, afin de rencontrer Céline, sa compagne. Le but de cette visite est double. Il compte non seulement de l'informer de la triste réalité, mais aussi lui poser quelques questions de routine, afin de savoir par où débuter cette enquête. Quelles étaient les fréquentations du père de famille? Se sentait-il menacé pour une raison ou une autre? Avait-il changé de comportement ces derniers temps? Bref, le genre d'interrogatoire qui en temps normal permettent de les orienter sur certaines pistes. Mais vous allez voir que dans cette affaire, rien n'est normal. Au contraire, les enquêteurs vont avoir l'impression de vivre sur une autre planète. Et c'est lors de leur toute première rencontre avec Céline que ce sentiment de déconnexion totale avec la réalité va les heurter pour la première fois. Ils frappent à la porte et attendent. Bien qu'ils en aient l'habitude, le fait d'annoncer à quelqu'un la mort d'un proche n'est jamais facile à vivre. Surtout quand il s'agit du père d'un jeune enfant, comme c'est le cas cette fois-ci. Au bout de quelques secondes, Céline Vasselin se présente. Mais les agents n'ont ni le temps, ni le besoin de lui annoncer quoi que ce soit, car c'est elle qui s'exprime directement. C'est moi. J'ai tué Slimane. Ah bah, qui a dit que c'était difficile le boulot de flic? Les policiers restent bouche bée en entendant une telle déclaration. Complètement abasourdis, ils tentent de remettre de l'ordre dans leurs idées et de comprendre ce qui se passe. C'est quand même la première fois que quelqu'un qui n'est même pas encore suspecté de quoi que ce soit se livre aussi spontanément. Et puis, cette petite blonde toute frêle, cette mère de famille à la vie calme et bien rangée, n'a franchement pas le profil d'une tueuse. Si on m'avait donné 1 euro à chaque fois que j'ai prononcé cette phrase, je serais milliardaire. Conclusion, on traînait plutôt avec des gens qui ont la dégaine de tueurs en série. Non, peut-être pas en fait. L'aveu de cette femme ne semble pas très cohérent avec le fait d'avoir fait disparaître les empreintes digitales de Slimane. Celui ou celle qui a commis cet acte ne souhaitait clairement pas se faire attraper. Pourtant, Céline le dit et insiste. C'est bien elle qui a tué, et donc démembrer l'homme qui partageait sa vie. Après ces quelques mots qui leur ont fait l'effet d'une bombe, les enquêteurs conduisent la jeune femme dans les locaux de la police judiciaire. Ils veulent en savoir davantage à son sujet, mais surtout à propos du meurtre. Si, comme elle le prétend, elle est bien la coupable qu'ils n'avaient même pas commencé à chercher, elle a certainement beaucoup de choses à leur raconter. Mais s'ils pensaient être au bout de leur surprise, ils se trompent lourdement. À la demande des policiers, Céline raconte tout d'abord comment son histoire a commencé avec Slimane. C'est au cours de l'année 2007 que leurs chemins se croisent pour la toute première fois. La jeune femme de 21 ans, alors jeune esthéticienne, travaille dans un institut de beauté. Elle prend tous les jours le même chemin pour s'y rendre. Mais ce jour-là, le conducteur qui la laisse traverser sur le passage piéton attire particulièrement son regard. C'est Slimane, âgé quant à lui de 35 ans, et lui aussi trouve cette fille particulièrement jolie. Alors il tente le tout pour le tout et se penche à la fenêtre de son véhicule. Il écrit rapidement son numéro de téléphone sur un bout de papier qu'il lui tend, définitivement sous le charme. Genre, ça marche vraiment ça? À cet instant, Céline ne sait plus vraiment où se mettre. Il faut dire qu'elle aussi a été séduite en un regard. Elle trouve cet homme vraiment beau, souriant, et il l'a abordée avec respect et gentillesse. Ça change du genre d'énergumène sans délicatesse qu'elle a l'habitude de croiser dans la rue. Peu de temps après ce premier échange, elle décide donc de le recontacter. Ils se mettent en couple dès les premiers rendez-vous et entament une relation que la jeune esthéticienne qualifie d'idyllique. Slimane est aux petits soins pour sa belle. Il a beau ne pas rouler sur l'or, il lui offre régulièrement de beaux cadeaux, des fleurs, des dîners au restaurant et des week-ends en amoureux. Tous deux sont extrêmement épris l'un de l'autre. Céline n'aurait jamais cru que ce soit possible.
Mais avec lui, durant toute la première année de leur histoire, elle vit le rêve éveillé d'une princesse dorlotée par son prince charmant. Après leur emménagement ensemble, Céline crée son auto-entreprise en tant qu'esthéticienne à domicile, tandis que Slimane continue à travailler dans son domaine, la mécanique. Mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. C'est une fois installé dans leur quotidien que le comportement du quarantenaire commence à changer. Il boit souvent et se met régulièrement dans des colères noires, jusqu'au moment où sa compagne est témoin de sa première crise de fureur. Ce moment charnière dans leur relation se produit un peu plus d'1 an après leur rencontre. Ce soir-là, Slimane a invité un proche à venir prendre un verre chez eux. Seulement, les deux amis boivent plus que de raison, ce qui commence à inquiéter Céline, qui n'imagine pas du tout l'invité prendre le volant dans cet état. Elle se propose alors de le raccompagner chez lui. Sauf que personne n'avait décidé que la soirée était terminée. Et Slimane prend cette proposition comme un profond manque de respect. Il a l'impression que sa compagne est carrément en train de mettre son ami à la porte. L'alcool aidant, il s'emporte furieusement contre elle, allant jusqu'à se montrer violent et insultant dans ses paroles. Céline est sous le choc, tétanisée. Elle n'avait jamais vu l'homme qu'elle aime se montrer violent. Et la scène à laquelle elle vient d'assister, en plus de l'avoir profondément blessée, lui a fait extrêmement peur. La vérité, c'est qu'elle ne reconnaît plus celui de qui elle est tombée folle amoureuse. Une fois la pression retombée, et surtout l'alcool évaporé après une bonne nuit de sommeil, Slimane lui présente ses excuses. D'autant que, d'après elle, les choses ne vont aller qu'en empirant après cette première dispute. En partie à cause des boissons alcoolisées que Slimane consomme de plus en plus souvent. Il multiplie les crises et les pertes de contrôle. Simplement, Céline est toujours très amoureuse et ne parvient pas à se détacher de cet homme qui l'effraie pourtant de plus en plus. Elle accepte même de devenir propriétaire à ses côtés, en achetant un joli pavillon à Petit-Quevilly. Comme Slimane ne gagne pas beaucoup d'argent, elle est quasiment la seule à investir dans ce projet. Mais c'est surtout sa mère, Josette, qui leur permet de réunir la somme suffisante en leur donnant une grosse part de l'apport. En contrepartie, elle viendra emménager avec eux. Une cohabitation gendre-belle-mère qui n'était peut-être pas une si bonne idée. Les tensions et les disputes ne font qu'augmenter au sein du couple, et il faut dire que la présence de Josette n'arrange rien. En effet, son gendre et elle ne parviennent pas du tout à s'entendre. La situation s'apaise toutefois pendant un temps, lorsque Céline tombe enceinte et donne naissance à leur fils. Au départ, cette heureuse nouvelle fait la joie de Slimane, qui a toujours rêvé d'avoir une vraie famille à lui. Papa poule, il s'occupe à merveille de son enfant. Mais encore une fois, cela ne dure qu'un temps. Toujours d'après Céline, les pleurs et les cris du bébé lui deviennent vite insupportables. Il est constamment agacé, fatigué et en colère après le nourrisson qui nécessite trop d'attention et l'empêche de faire ce dont il a envie. Les disputes reprennent de plus belle. Le climat de peur et de tension aussi, au point où en janvier 2018, Josette finit par quitter le pavillon dans lequel l'air devenait irrespirable. Certes, le départ de la mère de Céline est un soulagement, mais cela ne va pas sauver le couple. Bien au contraire. Au cours des mois qui suivent, la jeune mère se sent constamment agressée, menacée et terrorisée. Les crises de colère de son compagnon deviennent si fréquentes qu'elle craint de plus en plus pour sa vie, mais aussi pour celle de leur fils. Toujours entendue dans les locaux de la police judiciaire, elle raconte que ces derniers temps ont été synonymes d'enfer pour elle. Elle dit être victime de coups, d'empoignements violents, et même d'une tentative d'étranglement. Le point de non-retour est franchi le 3 novembre 2018, lorsque Slimane laisse une nouvelle fois exploser sa colère. Sauf que cette fois-ci, la ligne rouge est franchie. La jeune femme a tellement peur pour sa vie qu'elle n'a d'autre choix que de se défendre en attrapant un couteau qui traînait dans la cuisine, puis en tranchant la gorge de son conjoint. Un peu sonné, les policiers observent ce petit bout de femme, tout en s'imaginant la scène. Elle a voulu sauver sa vie, d'accord, mais on n'égorge pas quelqu'un aussi facilement. Et en plus de ça, ce n'est pas le premier geste que l'on opère lorsqu'on a la chance d'être armé face à un agresseur. On s'attendrait plus à ce que le coup de couteau soit porté d'une façon hâtive, hésitante, et surtout au premier endroit qui se présente. En plus, il y a certainement eu une lutte. Un corps à corps acharné entre les deux. Comment Céline aurait-elle pu en sortir gagnante face à un homme plus grand qu'elle ? En pleine santé et sportif qui plus est. D'autant qu'après vérification, les enquêteurs ne trouvent aucune trace qui puisse leur permettre de confirmer cette situation de maltraitance. En 11 ans de vie commune, il n'y a jamais eu le moindre dépôt de plainte, de dossier médical lié à une hospitalisation, ou même d'anciennes fractures ou de séquelles qui auraient pu résulter de violences physiques. Et si encore ce n'était que ça ? Mais le cadavre de Slimane a été retrouvé découpé en morceaux. Une chose est sûre, lorsque l'on démembre quelqu'un,
on n'est plus en état de légitime défense. Au poste, on se demande si tout le récit que Céline vient de dérouler est véridique, ou si elle n'aurait pas tout simplement cherché à se créer des circonstances atténuantes. Stoïque, cette dernière reconnaît néanmoins sans problème avoir découpé le corps sans vie de son compagnon. Elle aurait commis cette horreur dans la cave de leur pavillon, puis se serait rendue aux abords de la Seine pour y jeter les sacs contenant les restes humains. Seule, c'est vraiment difficile à croire, et ça commence à créer beaucoup de doutes dans l'esprit des enquêteurs. Si elle a bien été aidée d'un complice, il faut donc trouver de qui il s'agit, ce qui a forte chance d'aboutir, car personne ne croit au fait que cette femme de 60 kilos ait pu tuer son conjoint, transporter le corps dans la cave et le découper, sans une intervention de quelqu'un d'autre. Mais qui serait le plus susceptible d'avoir pu aider la jeune mère dans cette expédition macabre? Pour le savoir, on interroge toutes ses clientes, les unes après les autres. En effet, Céline passe beaucoup de temps avec elles, et elle a l'habitude de leur confier ses déboires. Ce qui lui a permis, au fil des mois et des années, de nouer des relations étroites avec certaines d'entre elles. C'est justement le cas d'une jeune femme du nom de Jessica Adam. Cette mère de 3 enfants, âgée de 35 ans, vendeuse en supermarché, n'a franchement pas non plus le profil d'une criminelle. Pourtant, c'est pour une bonne raison qu'elle intéresse autant les enquêteurs. Le jour du meurtre, Céline et elle se sont appelées de nombreuses fois, bien plus que d'ordinaire. En réalité, à partir de 13h et jusqu'à 19h, elles n'ont cessé d'être en contact par téléphone. Cette plage horaire correspondant au moment du crime, les policiers se disent qu'elle ne peut y être totalement étrangère. Tout comme son amie, Jessica est donc interpellée et placée en garde à vue afin d'être interrogée. Et tout comme son amie, aussitôt prise dans les mailles du filet, elle avoue tout. Elle a effectivement aidé à tuer Slimane Amara. Si l'histoire racontée par Céline avait ébranlé les policiers, laissez-moi vous dire qu'ils étaient loin, mais alors vraiment très loin, de l'horreur que s'apprête à leur confesser cette nouvelle protagoniste. Et voilà comment tout aurait débuté. 3 semaines avant le drame, Céline retrouve son amie Jessica pour une séance d'épilation à domicile. Depuis quelque temps, elle a pris l'habitude de se confier à cette autre mère de famille, qui lui prête une oreille attentive et compatit de tout son cœur aux souffrances que son conjoint violent lui fait endurer. Mais cette fois-ci, l'esthéticienne n'en peut plus. Elle est à bout, épuisée. Mais ce n'est pas le pire dans tout ça, car à présent, Slimane s'en prend physiquement à leur fils âgé de 4 ans. C'est précisément cette information qui va créer un déclic dans l'esprit de Jessica. Elle aussi a été une enfant maltraitée, abusée et violentée par une figure paternelle immonde. De son enfance traumatisante, elle a conservé des séquelles indélébiles, et surtout invisibles. Et toutes ces atrocités, tous ces coups, mais aussi toutes les agressions sexuelles commises par son beau-père pendant près de 10 ans et qui l'ont brisée à tout jamais, ressurgissent sans crier gare. Pas question qu'un autre enfant connaisse la violence. Pour elle, c'était la limite à ne jamais franchir. Et lorsque Céline et elle décident, comme ça, entre 2 pauses de bande de cire chaude, d'éliminer Slimane de la surface de la Terre, c'est principalement pour aider son amie. Mais il faut bien avouer que c'est aussi un peu sa vengeance à elle. On en arrive ainsi à cette scène complètement surréaliste, où 2 mères de famille sans histoire terminent leur séance de mise en beauté en se liant autour d'un pacte diabolique. Elle ne compte d'ailleurs pas faire les choses au hasard. Il va falloir s'équiper, prévoir le jour du meurtre et surtout faire en sorte que leur victime ne soit pas en capacité de se défendre. Pour ce 3e point, Céline sait exactement comment elle doit s'y prendre. Elle fera ingérer du diazépam à son compagnon, avant que Jessica ne la rejoigne pour l'aider à commettre le meurtre. Mais il faut aussi penser au moyen de se débarrasser définitivement du corps. Et pour ça, les filles ne voient qu'une seule solution, le faire passer dans un hachoir à viande. Bon, pour le cadavre, c'est réglé. De même pour la question de la neutralisation. Mais qu'en sera-t-il des preuves? Elles ont déjà vu passer quelques épisodes des experts à la télévision. Et c'est suffisant pour savoir qu'il va certainement y avoir du sang plein les murs. Il leur faudra donc des bâches, des gants, un équipement de protection complet. Et tant qu'à faire, autant se mettre au travail dans la cave, histoire de ne pas trop salir la maison. Aussi fou que cela puisse paraître, les 2 amis pensent que leurs seules références télévisées leur permettront de commettre le crime parfait. Après tout, il n'existe pas de bac+5 tueur en série, donc ça doit bien vouloir dire que tout le monde peut en être capable. Sauf que non, calmez-vous, ne s'improvise pas meurtrier qui veut. Seulement, c'est bien trop tard que les filles se rendront compte de leur ignorance. En attendant, elles sont déterminées, sûres d'elles, et se mettent donc au travail afin d'être prêtes pour le jour J, prévu 5 jours plus tard, le samedi 3 novembre. Les filles se chargent donc d'acheter un hachoir à viande dégoté sur le site Le Bon Coin.
puis se rendent à Leroy Merlin dans la même journée. Là, elles repartent avec plusieurs outils, dont une scie, une masse, et sait-on jamais une hache, mais aussi des combinaisons de protection intégrale, des charlottes pour les cheveux, ainsi que des protections pour les chaussures. Encore une fois, ce n'est pas dans le but d'aller tourner un épisode de la série Breaking Bad, mais bien pour massacrer un homme. Et quand je dis massacrer, vous allez voir que le terme est loin d'être exagéré, car Slimane va être victime d'un véritable carnage digne des pires films d'horreur. Nous sommes à présent le samedi 3 novembre. Les filles sont fin prêtes. Leur plan est parfaitement ficelé. Elles restent en contact téléphonique toute l'après-midi, comme le démontrent les relevés récupérés par la police. C'est Céline qui entre en scène la première. Mais avant toute chose, elle emmène son fils chez sa mère, Josette. Sa mission, consistant à droguer Slimane avant le meurtre, elle rentre chez elle et prépare un plateau apéritif avec quelques canapés faits maison, dans lesquels elle a pris soin de mélanger une très forte dose d'anxiolytique. Lorsque son compagnon rentre de sa journée de travail à 19h30, il est agréablement surpris d'être accueilli de la sorte, loin d'imaginer la macabre entreprise de Céline et de Jessica. Il savoure ses toasts avec plaisir. Mais très vite, le diazépam se diffuse dans son sang et l'assomme totalement. Slimane s'écroule au sol en quelques minutes à présent, inconscient. Il est l'heure pour Jessica de faire son entrée. Armée d'une feuille de boucher, vêtue de sa blouse blanche, de ses surchaussures et de sa charlotte, elle attend que Céline se prépare à son tour, puis inspire profondément. C'est elle qui doit mettre la victime à mort. Alors la jeune mère s'avance, s'accroupit près du corps de l'homme qu'elle s'apprête à tuer et lève le bras. Elle n'hésite pas. La lame s'abat une première fois en plein dans la gorge du malheureux. Le sang gicle partout sur la combinaison. Mais le coup est mal assuré, maladroit. Dans l'imagination détraquée des filles, l'égorgement était pourtant censé se faire du premier coup, et sans qu'elle n'ait besoin de s'y reprendre à plusieurs fois. Le fait est qu'une feuille de boucher n'est pas faite pour ça. Mais ça, elles ne pouvaient tout simplement pas le savoir avant d'en faire le test. C'est pas si grave. Elles ont d'autres outils sous la main, comme cette hache qui fera très bien l'affaire. Seulement, il y a autre chose que les deux femmes n'avaient pas prévu, et qui va donner à leur crime une dimension infiniment plus atroce. Slimane se réveille. La gorge à moitié tranchée, le pauvre homme hurle à la mort et tente de se relever sans comprendre ce qu'il est en train de lui arriver. Prise de panique, les filles ne savent plus comment agir. C'est alors que Céline se précipite dans la cuisine, sort le premier couteau qu'elle trouve dans le tiroir à couvert et retourne sur la scène de crime. Elle tend l'arme à son ami, en lui demandant de terminer le travail. Jessica Opine la saisit et tranche profondément la gorge de l'homme qui baigne déjà dans une véritable mare de sang. La scène, racontée par Jessica, est insoutenable pour les policiers. Comment imaginer que ces deux femmes, ces deux mères de famille, aient pu se rendre coupables d'un tel carnage, d'une telle boucherie? Comment se fait-il que ni l'une ni l'autre n'ait à un moment donné eu la lucidité d'arrêter ce massacre, de faire machine arrière, de tout stopper avant qu'il ne soit trop tard? Ce qui est certain, c'est que Slimane Amara est mort dans d'atroces souffrances. On ne peut même pas essayer de définir ce qu'ont été les dernières minutes de sa vie. Et ni ses hurlements, ni le bain de sang, ni le masque terrifiant de la mort n'ont à un moment donné dissuadé les filles de mener leur entreprise morbide à son terme. Fidèles au plan, elles font ensuite glisser le cadavre de leur victime dans les escaliers menant à la cave, où elles se sont attelées à la partie la plus difficile du travail. Le démembrement. Comme convenu lors de la séance d'épilation, les filles tentent tout d'abord de hacher de petits morceaux du corps, en le passant dans le hachoir acheté sur internet. Mais l'appareil s'enraye presque immédiatement. Il faut donc rebondir et penser à une autre méthode. Elles sont équipées de tout ce qu'il faut pour débiter des tronçons du corps. Et c'est donc ce qu'elles vont faire avec la hache ainsi que la scie. Elles détachent tout d'abord la tête, puis les pieds, les mains, les bras et les jambes. Pour être certaine que personne n'identifie jamais le père de son enfant, Céline pense même à découper la pulpe de ses doigts. Elle n'oublie pas non plus de sectionner la jambe au-dessus du mollet, car dans le passé, Slimane s'était fait poser une broche. Et comme elle n'y connaît rien, elle suppose que ce détail pourrait peut-être permettre à la police de remonter jusqu'à lui. Après plus de 4 heures passées à découper morceau par morceau, les deux tueuses emballent chaque bout de cadavre dans des sacs poubelles, puis se rendent en voiture sur les rives de la Seine, où elle les jette à l'eau. Le lendemain matin, Céline s'attache à astiquer le pavillon du sol au plafond et à se débarrasser des armes du crime ainsi que des bâches, des équipements de protection et de toutes les autres preuves. Le soir venu, elle retourne chez sa mère pour récupérer son fils et prend le temps de lui expliquer que son papa et elle se sont disputés. D'ailleurs, il ne reviendra certainement jamais à la maison. Et moins de 36 heures plus tard, Céline et Jessica se retrouvent comme prévu pour une séance de manucure.
comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Les hommes de la police judiciaire sont estomaqués. Ils ont l'impression d'avoir été les spectateurs d'un mauvais film, d'une farce, et ils auraient clairement préféré cette option. Malheureusement, au moment de vérifier les faits, tout concorde avec le récit de Jessica. Chez elle, on retrouve certains éléments du meurtre, tels que le hachoir à viande et des tenues de protection. Quant à Céline, on passe son domicile au luminol, un produit réputé pour révéler les traces de sang, même lorsqu'elles ont été nettoyées. Tout l'intérieur du pavillon s'illumine alors comme un sapin de Noël. Il y a de l'hémoglobine partout, du sol au plafond et dans toutes les pièces. Slimane a sans conteste été massacré ici, comme l'ont affirmé les deux coupables. Le juge d'instruction met immédiatement en examen Céline et Jessica pour assassinat. En attendant leur procès devant une cour d'assises, les deux femmes sont placées en détention provisoire. Quelques mois plus tard, alors qu'elle est incarcérée, la compagne de Slimane rencontre le juge dans le cadre de l'enquête. Ce dernier a en effet quelques questions à lui poser. C'est alors qu'elle admet l'impensable, tranquillement et de sa propre initiative. Avant le meurtre, elle avait déjà tenté d'assassiner son conjoint à 2 reprises, toujours à l'aide du diazépam. Lors de la première tentative qui a lieu en juin 2018, elle lui administre l'anxiolytique. Et comme elle a entendu dire qu'une bulle d'air dans l'artère s'avère fatale, elle essaie de lui injecter de l'air dans le sang à l'aide d'une seringue. Évidemment, Céline n'est pas médecin et ne sait pas du tout comment s'y prendre. C'est donc un échec cuisant. Mais elle ne s'avoue pas vaincue pour autant. 2 mois plus tard, elle réitère l'opération, en commençant exactement de la même manière. Une fois son compagnon sous l'effet de la drogue, la mère de famille place un oreiller sur son visage pour l'étouffer. Là encore, la tentative d'assassinat rate magistralement. Céline n'a ni assez de force, ni assez de patience pour maintenir une pression suffisante sur le coussin pendant assez longtemps. Slimane se réveille un peu dans les vapes, ignorant totalement qu'il aurait dû mourir quelques heures plus tôt. Elle comprend ainsi que, seule, elle n'arrivera jamais à se débarrasser de cet homme dont elle ne veut plus. Malheureusement, aidée de son amie, Céline ne ratera pas sa 3e et dernière tentative. Pour ce meurtre innommable, commis avec un sang-froid terrible et planifié bien à l'avance, elles encourent toutes deux la réclusion criminelle à perpétuité au moment où leur procès s'ouvre, en novembre 2022. Un expert psychiatre appelé à la barre témoigne du fait que Céline a agi d'une façon froide et mécanique, et que Jessica, de son côté, a reporté toute la colère ressentie contre son beau-père sur Slimane, ce qui ne minimise pas pour autant sa complicité dans l'affaire. Les deux femmes disent toutes deux regretter. Mais Jessica, soutenue par son avocat, se plaint d'avoir été manipulée par son ami, qui cherchait simplement quelqu'un d'assez sensible à son histoire, pour lui fournir l'aide qui lui manquait. Un témoignage en particulier marque toutefois le déroulé de ce procès que les médias surnomment le procès des démembreuses de Rouen. C'est celui de Vanessa, une ex-petite amie de la victime. Elle tient à rétablir la vérité le concernant, car d'après elle, même s'il pouvait se montrer colérique à certaines occasions, Slimane n'était en aucun cas l'homme horrible décrit par celle qui l'a assassiné. D'ailleurs, pas une seule fois. Il n'a levé la main sur elle ou sur sa fille. Et puis, la question est posée. Céline a-t-elle jamais essayé de quitter son compagnon avant de songer à le découper en morceaux? Car Vanessa, elle, a bien fini par partir lorsque le couple ne s'entendait plus. Et jamais elle n'a eu affaire à aucune menace que ce soit. Il n'est pas exclu que Slimane soit devenu violent et que l'accusé ait réellement été victime de maltraitance. Mais très peu d'éléments sont vérifiables. Aucune preuve ne vient étayer cette hypothèse. Et surtout, cela n'excuse en aucun cas les actes d'horreur commis par les filles. Au terme de 4 heures de délibération, Céline Vasselin est reconnue coupable de meurtre avec préméditation. Mais les jurés ont tout de même tenu compte du climat de violence subi par l'accusé et la condamne à passer 22 ans derrière les barreaux. En ce qui concerne Jessica Adam, sa complice, la condamnation initiale est de 17 ans. Mais elle passe à 20 ans en appel. La famille de Slimane Amara, extrêmement déçue de ne pas voir les coupables enfermés pour toujours, ne comprend pas pourquoi cette clémence a été accordée à celles qui n'ont pas démontré la moindre pitié envers leurs victimes. À ce jour, les démembreuses de Rouen purgent chacune leur peine dans 2 maisons centrales. Des établissements très sécurisés destinés aux détenus ayant commis les crimes les plus graves. N'oublie pas de t'abonner à Cyberghost en cliquant sur le lien en description pour bénéficier de 83% de réduction et 4 mois offerts. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et fais des économies avec Cyberghost. Tu peux l'essayer sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Le lien est en description. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Rouen en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous avez oublié et à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.